Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du 0RR Podcast, toujours animé par les frères gallois. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, nouvel épisode, mais aussi peut-être dernier épisode avant un petit moment. Parce que le 0RR Podcast part en vacances, étant donné que Rémi, donc au moment où on tourne ce podcast, on est jeudi. Rémi part en vacances dimanche, je crois. Ouais, c'est ça. Il rentre le dimanche d'après. Et ensuite, du coup, c'est moi qui pars le jeudi, je crois, d'après. Donc, on n'aura que 3 jours et ça me paraît assez compromis pour tourner un podcast à ce moment-là. Et après, du coup, donc, je pars pendant 2 semaines. Donc, il risque d'y avoir un petit décalage et le mois d'août risque d'être un mois de pause pour le 0RR podcast. Alors, désolé, on commence le podcast mal. Je trouve qu'il y en a, ils vont racheter, ils vont dire « Ah non, je veux plus, j'écoute Non, plus. je veux plus. Il faut une pause. » Mais Non, voilà. ça va permettre aussi à certains de rattraper les épisodes perdus. Enfin, perdus, non, les épisodes qu'ils ont manqués. Je crois qu'en plus, celui-ci, ça va être le 30e. Ah, Ça va être le 30e. Alors, en réalité, normalement, ça aurait dû être le 33e parce qu'il y a 3 épisodes qu'on a record qui n'ont pas fonctionné. c'est vrai. Mais sinon, on est resté sur un podcast semaine. On était pas mal. Et donc là, ouais, on va très certainement faire une pause. Alors, peut-être que si j'arrive à trouver du temps pour tourner un podcast quand je serai ailleurs, mais honnêtement, on garantit rien. Ouais. On garantit rien, on verra et on préfère dire qu'il n'y aura pas forcément d'épisode pendant le mois d'août et que du coup le podcast reprendra à la rentrée plutôt que de dire il y aura sûr et qu'en fait il n'y ait pas. Voilà. Donc voilà pour le 0RR podcast qui part en vacances. D'ailleurs mon frère, t'es chaud toi un peu pour tes vacances? Bien sûr, je pense que autant l'année dernière, j'avais pas forcément envie de partir parce que bon bah pour ceux qui écoutent le podcast, je suis plutôt casanier et j'aime bien mon petit confort que j'ai, mes petites habitudes. Mais cette année, j'ai envie, enfin je repars au même endroit que l'année dernière. Donc pour ceux qui me suivent depuis un an, je repars dans les Pyrénées. Parce que voilà, j'aime bien aussi prendre l'air de la montagne, aller faire des petites randonnées. Et cette année, je repars au même endroit. Et cette année, j'attends plus, pardon, cette année, mon départ en vacances. J'ai envie de me poser un petit peu. Alors bien sûr, je serai actif pour mes suivis, hein. J'ai juste besoin de mon ordinateur et de mon téléphone et je peux travailler un peu où je suis, mais ça va me permettre aussi un petit peu de souffler et de m'aérer un peu la tête. D'ailleurs, ça me fait penser aussi à un sujet par rapport aux vacances et à la musculation. Le fait d'arrêter, parce que bah, du coup, vous en doutez, je vais pas m'entraîner pendant 4 jours, parce que voilà, je pars une semaine, donc je vais pas pouvoir m'entraîner sur 4-5 jours même. Et donc, est-ce que je vais perdre du muscle pendant cette semaine, Denis, à ton avis? Bah frère, tu vas revenir, tu vas être plus skinny. Voilà, ouais. Déjà que t'es pas bien épais. C'est ce que je pensais que tu allais dire un truc du genre, mais c'est pas grave, tu t'absentes une semaine, mais Oui, bon, non mais c'est vrai que t'as rien à perdre. Tu veux perdre voilà, quoi? Tu voilà. veux perdre un os? Donc voilà, je pars pendant une semaine et bah, je vais pas pouvoir m'entraîner. Par contre, je vais beaucoup marcher et puis je vais surtout me reposer un petit peu, reposer un peu le corps indirectement, les muscles, même si les cuisses, les gambettes vont bien fonctionner. Ouais, c'est ça. La peur qu'ont les gens, c'est, tu sais, les vacances, ça va détruire tout leur gain musculaire de toute l'année. Tu sais, ils partent une semaine et c'est une semaine qui va défoncer les 51 autres, tu vois. Mm. Mais en réalité, ça se passe pas comme ça. Et Et heureusement, pour, t'imagines, ça pour, serait pour tellement beaucoup de frustrant. gens, en fait, cette semaine de vacances, elle aura plus de bénéfices que d'inconvénients. Alors après, bien sûr, j'entends, il y a différents types de vacances, hein. Les gens qui vont partir, qui vont bouffer n'importe quoi, boire n'importe quoi, défoncer leur cycle de sommeil, en une semaine, vous pouvez faire de très gros dégâts sur votre corps si vraiment vous allez dans des excès ultimes. Tout le monde ne fait pas ça et de toute façon, à partir du moment où tu fais de la muscu, en général, tu as une hygiène de vie qui est assez bonne et tu comprends que de manière générale, c'est jamais bon de faire ce genre de choses. Donc, tu le fais pas même quand tu pars en vacances. Donc, il y a quand même assez peu de chances que vous tombez dans des extrêmes qui vous fassent qui défoncent votre corps et que vous reveniez en fait encore plus fatigué en ayant fait du gras, une composition corporelle moins bonne, etc. Parce qu'effectivement, ouais, si vous tombez, si vous
Exemple, vous faites fast-food tous les jours et vous buvez toute la nuit, etc. tous les jours, ouais, ça peut faire des dégâts et ça même sur une semaine. Mais Voilà, il y a... ça peut être assez foudroyant, c'est vrai. Mais bon, si vous faites une semaine, vous avez l'habitude de vous entraîner en temps normal et que dès votre retour de vacances, vous allez pouvoir reprendre l'entraînement, il ne va pas y avoir de gros changements. Vous pouvez quand même voir et observer sur votre corps peut-être un aspect un peu différent, un peu plus flotteux, un peu moins lean. Peut-être que voilà, ça peut Et jouer encore, le ça, fait ça, ça d'arrêter et dépend, encore hein. que. Et La, encore que. la- la plupart des gens, en fait, on ne va pas se mentir, mais en général, 90-95% des gens qui partent en vacances, bah, ils bougent, ils Hmm. visitent, ils explorent. Donc tout de suite, leur moyenne de pas, elle explose. Tu vois, même si tu fais 10K steps en temps normal tous les jours, bah, en général, quand tu es en vacances, tu tournes plus aux alentours des 20-30K steps par jour. Donc, à la limite, même si tu fais un resto par jour, voire deux, si tu es raisonnable, ça va pas tout niquer parce que d'un autre côté, tu vas compenser. C'est vraiment, en fait, si tu as des comportements style, bah voilà, tu vas boire, fumer sans trop bouger et manger des fast-food. Et voilà, et le seul moment où, en gros tu feras pas ça, c'est que tu seras en train de décuver. Ça, c'est vraiment le comportement qui est à l'extrême, qui va effectivement avoir un impact. Mais sinon, si tu restes raisonnable et que tu tombes pas dans l'excès, que tu es actif, etc., c'est pas ça qui va défoncer tes gains musculaires. En plus, on l'a très bien vu, il y a eu le formidable confinement qui est arrivé il y a quelques temps et qui a permis de voir et de faire des études sur justement la fonte musculaire. Et il fallait 4 semaines d'inactivité totale pour Total, ouais. commencer à observer une fonte musculaire. Donc si tu pars une semaine ou deux sans t'entraîner, crois-moi, c'est pas le bout du monde. Tu vas pas perdre ton muscle. Ne t'inquiète pas, surtout que pendant le confinement, les gens étaient très peu actifs. Tu pouvais plus sortir. Donc c'était vraiment un arrêt total. Si toi, tu continues à bouger, à visiter, etc., bah, c'est pas un arrêt total. C'est ça. Par contre, là où il faut faire attention, c'est effectivement la reprise, dans le sens où parfois quand tu coupes une semaine, deux, 3 semaines, quand tu reviens, tu peux avoir perdu tout simplement l'habitude de faire les mouvements, c'est les schémas moteurs qui ne sont plus entraînés. Tu sais, c'est un peu comme quand, je sais pas, tu as l'habitude de faire quelque chose pendant des années et d'un coup tu arrêtes de le faire. Tu vois, tu fais du piano pendant 5 ans, tu arrêtes de faire du piano pendant, je sais pas, 10 ans et quand tu essayes d'en refaire, tout de suite c'est un peu compliqué. Mais si tu reprends, bah, tu réapprends plus vite parce que tu as déjà les bases. Là, la muscu, c'est pareil. Si tu fais une petite pause de 1 à 2 semaines, 3 semaines, etc., tu peux sentir que du coup, tu es un peu moins performant, tu es un peu moins bon, mais ça revient très vite. Tu n'as pas perdu du muscle. C'est juste tes schémas moteurs qui ont été un peu moins entraînés et qui, du coup, il faut juste que tu les refasses tout simplement. Exactement, on se rappelle tous quand on était petit, qu'on allait à l'école, on écrivait en temps normal pendant toute l'année et venait l'école, les vacances, pardon. Et là, bah, on écrivait moins, sauf ceux qui avaient un cahier de vacances. Et lorsque en septembre, ils reprenaient du coup le travail, ils savaient même plus écrire. Ils avaient du mal, ils disaient mais putain, je sais même plus faire mes lettres. Enfin, moi, je m'en rappelle, ça m'avait marqué un petit peu le retour en septembre là où j'avais du mal à faire mes lignes. Et donc voilà, donc vous inquiétez pas, une semaine, 2 semaines de pause, c'est pas ça qui va tout foutre en l'air. Alors, et puis t'imagines, ça serait terriblement frustrant. Tu t'entraînes 90% de l'année, 95% de l'année, et Ah, tu t'as fous tout en l'air. ouais, et tu foutrais tout en l'air sur quelques semaines. Non, c'est pas possible. Tu sais que, petite anecdote, là tu dis du coup les enfants à l'école, etc. Avec Rémi, on a notre père qui, pareil, qui est agriculteur, etc. Et au final, il écrit quasiment jamais. Mais il écrit quasiment jamais depuis plusieurs années maintenant, au final. Ouais. Et il faut voir quand il écrit genre un truc qu'il est obligé d'écrire, c'est illisible. En temps C'est normal, il écrit pas très bien, mais ah ouais, et, déjà de base, mais le fait qu'il ait perdu l'habitude d'écrire encore, bah, ça fait que genre c'est illisible et donc voilà, c'est parce qu'il a perdu tout simplement l'habitude d'écrire. D'ailleurs, j'en profite à tout moment. Je dois faire une pause dans le podcast parce que du coup, il y a un livreur. Je rebondis sur, c'est parce que du coup, je parle des darons. Il y a un livreur, je leur ai commandé une télé parce que leur télé était morte et du coup, ça se trouve, il faut que je descende pour signer, tu sais, les signatures électroniques pour récupérer la télé. Donc, si très jamais bien. il y a une pause dans le podcast à un moment, c'est que je vais récupérer la télé pour les darons. Très bien. Mais tu vois, cette idée-là de oui, je vais pas pouvoir m'entraîner, je vais perdre du muscle. Ça, cette sensation, je l'ai déjà senti, je l'ai déjà vécu euh, au tout début de ma pratique. Je me rappelle quand c'était le 1er janvier, enfin, c'est une petite anecdote. Je me rappelle avoir fêté le 31 et mes
coucher juste après minuit. Tu vois, minuit passe, je vais me coucher parce que le lendemain, je voulais aller faire ma séance. Parce que dans ma tête, psychologiquement, je me dis, mais si je ne m'entraîne pas, si je ne suis pas ma rotation habituelle, je vais perdre du muscle. Donc, je me rappelle avoir quitté des soirées de 1er janvier pour me dire, oh, demain, il y a muscu, donc tu finis ton verre ou ton verre de coca parce que je bois pas d'alcool et tu retournes te coucher, enfin, tu vas te coucher et puis le lendemain, tu es à la salle à 10h, quoi. Ouais, bah ça, de toute façon, Ça fait moi, partie du lifestyle du go muscu quand même, il y hein. a, il y a des combien de soirées j'ai skip parce que demain, enfin le lendemain, tu vois, j'étais là en mode non, si j'y vais, je vais mal dormir. Je Ouais. vais prendre le risque de niquer ma série. Je vais pas progresser sur mon hack squat. Terminé, j'y vais plus. J'y vais Mm. pas. Et là, tu sais, c'est tiroir à excuses, mais pour pas y aller. Tu sais. Dans le truc un peu inverse. Mais non, mais ça, le vrai go muscu compte ses heures de sommeil et se dit, OK, si j'ai pas mes 8 heures ou si j'ai pas mes 7 heures habituelles, demain, il est possible que je loupe ma séance. Donc, j'en ai rien à foutre. Ce soir, là, à la soirée, là, je veux qu'à 22h30, je sois parti pour avoir mon quota de sommeil. Ouais, c'est ça, tu te débrouilles. Et puis, vrai go muscu arrive avec sa gamelle à la soirée, tu sais. Exactement. Quand il y va déjà, parce que c'est rare que le go muscu. Moi, honnêtement, il y a plein de soirées auxquelles j'ai pas été. Mais déjà de base, je suis pas trop soirée. Je suis Ben, pas trop. voilà ce que je disais, hein, que ce soit toi ou moi, on est quand même assez casanier, on a nos habitudes. Bon, bien sûr, on fait des sorties, on voit des potes, voilà, on n'est pas non plus associable, mais voilà, on a besoin d'avoir notre rigueur, même si maintenant on arrive à prendre un petit peu de distance avec tout ça. Et justement, c'est le message à travers ce qu'on dit là, c'est que ne vous bridez pas, prenez le temps aussi d'aller faire ces moments de partage avec vos amis. Et si vous êtes un peu moins efficace sur votre séance le lendemain, et si vous, même si vous ne vous entraînez pas le lendemain, bah, c'est pas grave. Mais moi, il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Genre, on dit la muscu, il faut faire des sacrifices, machin et tout. Ouais, ok. Mais il y a pas longtemps, moi, je me suis fait la réflexion de. Bah, il faut savoir quand même un peu ce que tu sacrifies aussi. Genre, il y a des trucs, si tu n'as jamais testé, tu peux pas dire non, je fais une croix sur ça. Ça se trouve, tu vas préférer ça à la muscu, par exemple. Genre, enfin, moi, mon plus gros objectif dans la vie, bon, tout le monde le sait, je pense, c'est pas la muscu, c'est d'avoir des salles de sport. Voilà, d'avoir le zéro area gym. C'est ma priorité numéro un. Pour ça, je suis prêt à tous les sacrifices, même arrêter de m'entraîner s'il faut, parce que c'est ma priorité numéro un. Mais en fait, le truc, c'est que il y a plein de trucs, je me suis fait la réflexion, il y a plein de trucs que j'ai jamais fait dans la vie, tu vois. Genre, j'ai 25 ans et il y a pas longtemps, donc dans un vlog, vous me voyez, je bois de la gnôle. Ce jour-là aussi, j'ai testé du vin rouge et tout. J'ai 25 ans, j'avais jamais bu de gnôle, j'avais jamais bu de vin rouge, j'avais jamais goûté. Alors bien sûr, j'ai goûté, c'est-à-dire que il y avait vraiment à fond. Mais tu vois, je me suis dit, ok, je fais un sacrifice sur ça, mais j'ai jamais testé. Tu vois, j'ai jamais testé. C'est comme les vacances. Les vacances, c'est une première pour moi là. Donc je vais partir 2 semaines, c'est une première pour moi. J'ai jamais testé. Mais jusqu'ici, tu vois, je me suis toujours dit, je fais des sacrifices, pas de vacances. Je m'en fous. Je travaille pour ma salle, etc. Mais le truc, c'est que bah, j'ai jamais testé. Donc ça se trouve, je préfère les vacances, tu vois. Ça se trouve, une fois que je vais être en vacances, je vais me dire, ok, mon objectif, il a changé. Maintenant, mon objectif, c'est de tout faire pour partir plus souvent en vacances. Et il y a plein de trucs comme ça sur lesquels j'avais jamais testé. Les boîtes de nuit aussi. J'avais été une fois en boîte de nuit dans ma vie. Et, euh, et du coup, j'avais été, mais c'était un peu genre. C'était compliqué. J'avais emmené un groupe de potes, il y avait plein de meufs, et du coup, je devais faire la garderie, c'était la merde. Donc, j'avais pas pu bien expérimenter. Garderie. Non, mais c'est vrai, quoi. C'était chiant, quoi. Et du coup, j'y suis retourné, là, il y a pas longtemps à Paris. J'y suis allé, du coup, avec justement allez, tiens, je balance tout. Avec un date. J'ai fait un date, du coup, à Paris. Il y avait une fille que je fréquentais. Elle était déjà venue me voir une fois. Elle avait fait 2 heures de route pour venir me voir à Limoges. Et après, du coup, je lui ai dit, bon, bah, pour le second date, on va à Paris, si tu veux, parce que j'avais des rendez-vous là-bas pro. Et donc, j'ai tout groupé. Et avec un autre groupe de potes, on s'est rejoints et eux, ils voulaient aller en boîte. Alors, on était en boîte à Paris. Alors, c'est une boîte parisienne. Moi, je connais pas. Je crois que c'est un truc genre Medellin, un truc comme ça. C'était un truc assez hypé, tu vois. Et ouais, je pense que ceux qui connaissent connaissent et ceux qui connaissent pas connaissent pas. Voilà, moi, je me suis senti, j'étais pas à ma place. J'étais pas du tout à ma place. Alors, bien sûr, quand je suis dedans, j'ai essayé de danser, machin et trucs. J'étais pas à ma place. Oh Voilà, là là, j'ai fait. Denis qui doit danser, alors là.
Et je danse très bien. Je danse très bien. Non, il y a des trucs comme ça, je sais pas faire dans la vie. Mais je me dis, c'est pas parce que je sais pas faire que je vais pas essayer. Dans la vie, je sais pas nager aussi. Voilà. Allez, tiens, on balance plein de trucs. Je sais pas nager. J'ai essayé 4 fois dans ma vie d'apprendre à nager, j'ai pris des cours et tout, j'y arrive pas. Mais à chaque fois, j'essaye, tu vois, je mets de la bonne foi. J'étais en boîte, j'ai essayé. J'ai essayé de bouger, machin et tout. J'ai plusieurs fois, j'ai fait, tu vois, je faisais ma petite série, tu vois, je me levais, je faisais 5 minutes de danse, 10 minutes de repos, et je retentais. J'essayais de faire mieux, tu vois. Après, j'essayais de faire un Faut PR, faire tu des vois. mouvements de musculation quand tu danses. Ouais, non, là, je faisais un PR autant, tu vois. Après, j'essayais de danser 6 minutes. Mais attends, il y a du monde partout. Les gens, là, Ah, j'aimais pas cette ambiance. J'étais pas à l'aise. Ça allait pas. Mais tu vois, genre, ça, c'est un truc, je savais pas. Je savais pas. Il y a plein de gens qui kiffent vraiment les boîtes de nuit et tout. Tout le monde, enfin, il y en a plein qui en disent du bien. Moi, j'avais jamais vraiment fait. Comment, tu vois, dans la vie, tu peux pas dire je fais un sacrifice sur ça si tu l'as jamais fait. Bah moi, c'est pareil. Donc, voilà, il faut tester. Je sais même plus pourquoi je dis ça à la base. Rémi, redonne-moi le fil conducteur parce que là, je me suis Non, complètement mais en noté. gros, ce que tu mesurais, c'était la balance bénéfice-risque, encore qu'on aime bien partager, du genre, quel est le risque d'avoir fait ça et quel est le taux de bénéfice que tu peux en tirer. Ah non, Est-ce que ça va je te sais, porter plus préjudice sur ta récupération, sur... je sais, on en était, tu sais, on en était sur le go muscu qui se prive de tout, tu qui se sais. prive de tout, voilà. Et donc, Qui c'est se la ramène balance avec bénéfice-risque. qui se ramène avec son tupperware. Mais non, mais ce que je voulais dire par là, c'est ça, j'ai retrouvé le fil, c'est qu'au final, il y a des soirées sur lesquelles j'ai pas été, sur lesquelles bah, parfois on me disait bah viens, on sort en boîte. Et moi je disais non, sous prétexte que en fait bah j'allais pas aimer, tu vois. J'y avais jamais été. Comment je pouvais savoir? J'avais plein d'a priori et tout. C'est juste que j'étais focalisé sur ma progression et je partais du principe que je faisais un sacrifice sur un truc que j'avais jamais fait. Pareil, tu vois, genre, ramener son tupperware avec des potes et tout. Honnêtement, t'es pas obligé. Il y a plein de façons de faire. On en a déjà donné plein dans le podcast pour pouvoir, en gros, suivre ta diète et être dans l'événement social, profiter. Il y a plein de façons. J'ai une vision qui est totalement différente aujourd'hui. Parce que bon, bah, il y a de l'expérience qui est arrivée par là aussi. J'ai testé des trucs aussi. Maintenant, je sais ce que j'aime faire, je sais ce que j'aime pas faire, je sais comment gérer pour que ça aille bien, tu vois, même quand quelque chose que j'aime pas faire, bah, au final, j'aime bien le faire, tu vois. Et c'est ça qui fait que le go muscu, il a tendance à trop s'exclure, à vraiment, genre, il part dans des extrêmes et il devient très. En fait, il finit par créer son propre malheur parce que le truc, c'est que c'est ça, les gens, la musculation crée un isolement très, très puissant en mode bah non, tu sors plus avec tes potes, bah non, tu suis toujours ta diète. Limite, tu veux plus aller chez tes parents parce que du coup, c'est la cuisine de maman, tu veux pas manger la cuisine de maman. Et au final, tu vois, tu crées toi-même ton isolement, ton propre malheur. Et tu vois, tu veux plus aller en vacances, tu veux plus rien faire, même avec ta meuf, tu veux plus rien faire. Tu te crées ton truc vraiment, tout ça pour de la musculation. Mais ça se trouve, en fait, la musculation, est-ce que c'est ta priorité numéro un? Ça veut dire, est-ce que c'est tout en haut de ta liste des priorités? Parce que enfin, c'est quoi? Tu vois, quand la muscu, pour qu'elle soit tout en haut, il faut quand même que tu aies un objectif. La muscu, elle peut pas être vraiment tout en haut. À moins que ton objectif, ça soit d'être une énorme machine de guerre. Mais souvent, c'est quand tu as des objectifs de compétition que tu es prêt à faire ce genre de sacrifice. Tu vois, quand tu te dis, ben voilà, moi, je veux faire Olympia. Là, à ce moment-là, tu sais pourquoi tu fais tout ça. Tu sais pourquoi tu fais tous ces sacrifices. La plupart des gens, au final, ils savent pas réellement ce qui est en haut dans leur objectif de vie. Et au final, ils pensent que c'est la muscu. Mais quand tu leur dis, bah, c'est quoi ton objectif? Ah, juste être plus musclé. Non, ça c'est pas juste être. Non, ça c'est pas réellement un objectif. Et au final, tu t'isoles, tu te prives de tout. Et il y a un moment où tu te rends compte que bah, la muscu, ça t'apporte pas grand-chose parce que ça te réconforte pas. T'as pas ton objectif. Genre prendre juste un peu de muscle, c'est pas un objectif. Et il y a un moment où tu te dis, ok, putain, la muscu, ça m'a isolé de tout. J'ai plus de potes, j'ai plus de meufs, j'ai plus rien. Même ma famille, elle me fait la gueule. Maintenant, c'est super froid parce que je voulais pas manger le gratin de maman. Et là, il y a un moment où, bah, du coup, il y en a plein qui vont faire des dépressions parce qu'en plus, tu t'isoles comme ça et quand tu t'isoles, t'as pas le retour des autres. Tu sais, tu communiques pas, tu n'échanges pas avec les autres, tu restes toi-même dans tes propres idées. Il y en a plein qui restent comme ça dans leurs propres idées et qui finissent par s'auto-convaincre de plein de choses, tu vois. Et après, il y en a qui, comme ça, en étant seuls, tombent dans les produits, les machins, les trucs, ça peut aller très loin, ce cercle de la solitude. Et il y a un moment où tu te dis, putain, j'ai fait tout ça, j'ai perdu tout ça, et en fait, j'ai pas d'objectif. Pourquoi? Tu vois, pourquoi je fais tout ça? Il y a vraiment en fait la question du pourquoi tu fais tout ça, tu vois.
Pourquoi tu sacrifies tout ça? C'est ça le truc. Parce qu'entre nous, la plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est pas, enfin, leur priorité numéro un, c'est pas ça, c'est pas la muscu. La priorité des gens, pour la plupart, c'est par exemple avoir une famille, avoir une situation stable, etc. Tu vois, c'est pas la muscu. Parce que la muscu, ça fait pas vivre, ça fait pas ça. Tu peux avoir une passion. En général, quand, quand ta priorité numéro un, c'est la muscu, c'est que tu veux faire voilà, une compétition, tu veux être IFBB Pro, tu veux être WNBF Pro, tu veux être là, ça c'est un truc, tu vois, parce que tu as une finalité à ça, tu as un objectif, tu as quelque chose qui est quantifiable, c'est-à-dire que tu vas faire ta compétition, tu vas être pro ou tu vas pas l'être, si tu l'es pas, bah, tu vas réessayer, si tu l'es, c'est bien, c'est gratifiant, si ton objectif c'est juste bah, être plus musclé, c'est pas, tu vois, il n'y a jamais de fin à cet objectif, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, tu finis par perdre la motivation, et c'est pour ça que on en a parlé, on a déjà fait un podcast sur comment pas perdre la motivation, etc. C'est un peu le même discours. Moi, je sais que mon objectif ultime, c'est avoir des salles de sport. Vraiment, je suis prêt à tous les sacrifices pour ça. Je suis conscient, je fais beaucoup déjà de sacrifices pour ça, parce que c'est des choses voilà, sur lesquelles je suis conscient, des choses sur lesquelles j'ai testé, et parce que je suis OK. Tu vois, si tu me dis pourquoi tu fais ces sacrifices, parce que je veux ma putain de salle de sport. Je veux mes putains de salles de sport. Pas de problème, tu vois. Il y en a plein qui sont pas raccords avec ça. Et si t'es pas, c'est comme un programme d'entraînement. Si t'es pas capable de justifier tes objectifs, bah c'est qu'ils sont pas bons tes objectifs et qu'il y a forcément un moment où ça va pas le faire. Non, mais exactement. Alors après, tu dis un mot qui peut être dur, mais qui est vrai, c'est le mot sacrifice. Quand on vit, peu importe la vie, quand tu fais la musculation, bref, quand tu vis, il y aura forcément des sacrifices à faire. Mais dans le cadre de la musculation, si c'est pas vraiment ton objectif, parle plutôt de compromis que de sacrifice. Le compromis, c'est un truc où tu sais que tu vas t'engager quand même sur du long terme sur de la musculation, parce que c'est aussi ton fil conducteur et ce qui va rentrer dans tes habitudes de vie. Mais par contre, tu vas avoir à faire des compromis. Il y a des fois où tu vas pas pouvoir t'entraîner parce que, voilà, vacances, parce que sortie, parce que, je sais pas, tu as, un impératif ou même que tu n'as pas envie de t'entraîner. Ça peut être possible, ça peut être entendable. Donc, dis-toi que la vie, quand la musculation, c'est pas ton number one, c'est des compromis. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il y a un moment où aussi, il faut pas se mentir à soi-même. C'est-à-dire que si tu veux pas partir, par exemple, en vacances avec ta copine pour la muscu, ça veut dire que potentiellement, dans ta liste des priorités, la muscu, elle est au-dessus de ta copine. Et ça, Oh non, là, mais oh là, là, tu vas créer des tensions, là. non, mais potentiellement, c'est ce que ça Ah, veut dire. parfait. C'est ce que ça veut dire. Si pour toi, justement, bah, tu es bien avec ta copine et que tu veux créer une vie de famille avec elle, avoir des enfants, machin et tout, bah, logiquement, quand ta copine te dit bah, viens, on part en vacances, si c'est elle la priorité, bah, et que la muscu, elle doit être en dessous. Donc, tu vois, tu dois faire un sacrifice dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu dois sacrifier la muscu pour ton objectif numéro un, qui est du coup ta vie de famille avec ta copine. Et je C'est pour... pense. Vas-y. Vas-y, fini. Non, mais c'est pour ça qu'en fait, il faut être ultra raccord avec tes objectifs. C'est Sachant ça. que tes objectifs, ils peuvent varier. Tu vois, le numéro un, 2, 3, 4, l'ordre, il peut varier au cours de ta vie, au cours d'une année, sur une période de 6 mois, etc. Tu vois, ça peut vachement varier. Souvent, là, j'ai par exemple quelqu'un en suivi qui, quand il a commencé un suivi avec moi il y a 5 mois, la musculation, c'était vraiment sa priorité numéro un. Maintenant, il a changé un peu d'objectif, c'est-à-dire que sa priorité numéro un, c'est de faire de la création de contenu, du streaming, etc., ce genre de choses. Donc, c'est ça qu'il alloue la plus grosse partie de son temps. Et du coup, vu comme c'est ça sa priorité numéro un, il sacrifie la muscu, c'est-à-dire qu'il va moins à la salle, il fait des séances plus courtes, etc., pour faire ça. Et mais dans sa tête, on en a discuté, et lui, c'était très clair que son ordre de priorité avait changé, et maintenant, c'était ça. Et du coup, il n'y avait aucun problème à sacrifier des séances, à sacrifier du temps d'entraînement, à sacrifier de la vitesse de progression pour du coup avancer plus dans son objectif prioritaire qui était bah, du coup le streaming et la création de contenu. Exactement. Et après, je pense, dans ceux qui nous écoutent, il y a aussi l'effet inverse. Donc, nous, on parle de vraiment des personnes qui sont à fond muscu et qui ont du mal justement à s'en détacher, mais il y a aussi l'effet inverse, des personnes qui sont vraiment dans le mode un peu sortie régulière et qui n'arrivent pas du coup à se mettre dans la musculation. Donc là, on est dans le procédé inverse. Et justement, ça me fait penser à un suivi là, qui a pris justement un suivi il n'y a pas longtemps. Et bien, lui, il est dans le cas où il prend un suivi pour se donner une rigueur parce qu'il a fait de la musculation son objectif numéro un. Et donc, indirectement, il a l'excuse de j'ai un coach, attention, je me suis mis à fond là-dedans, donc j'ai pas le choix et je vais essayer de suivre le truc parce que c'est devenu ma priorité.
Ouais, c'est ça. C'est vrai que beaucoup de personnes, on connaît beaucoup de personnes, par exemple, qui sortent, qui boivent, etc., qui, au final, ne progressent pas à la salle. Et souvent, en fait, ils se disent, ouais, j'arrive pas à progresser, ça me saoule, machin et tout. Bah, en fait, c'est que ces personnes-là, elles sont pas raccord avec leurs objectifs. Ou alors que, il y a le lundi, leur objectif principal, c'est la muscu, et le Ouais. mardi, c'est de sortir. Tu vois, mais il faut quand même que tu gardes tes objectifs sur une certaine période pour que tu sois raccord avec toi-même. Sinon, en fait, si tu changes tous les jours, bah, tu n'atteins ni l'un ni l'autre. Tu vois. Donc, et puis, tu sais, un coup, tu vas sortir, un coup, tu vas dire non, un coup, tu vas. Ça marche pas. Voilà, d'où la Si, notion de compromis. Dis-toi que voilà, tu peux sortir, mais de manière moins régulière. Mais par contre, si vraiment la musculation c'est ton truc qui est tout en haut, bah, tu fais en sorte que la musculation réponde à tous tes impératifs. mm. Mais je pense que tu vois le meilleur exemple, parce que souvent, je vois les gens, en fait, ils aiment bien se comparer à ce que je fais. Tu vois, ils aiment bien, c'est si Denis fait, c'est OK. Tu vois, si Denis fait pas, c'est pas OK. Je reprends mon exemple. Objectif ultime pour moi, avoir des putains de salles de sport. Ça, c'est vraiment l'objectif ultime. En ce moment, je m'entraîne 4 fois. Enfin, je m'entraînais 4 fois. Voilà. Dans cet objectif-là, j'ai dû réduire déjà à 3 fois. Donc maintenant, je m'entraîne plus que 3 fois dans la semaine. OK? Parce que mon objectif, c'est vraiment les salles de sport. À la rentrée en septembre, je suis en train de me demander si je ne vais pas m'entraîner 2 fois par semaine. Parce qu'il faut que j'accorde beaucoup plus de temps pour la salle de sport, pour les objectifs, etc. Voilà. Donc, imagine, toi qui dis non à tout, est-ce que tu es sûr que la muscu, c'est vraiment ton objectif, tu vois? Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment ton objectif? Sinon, c'est fine, tu vois. Moi, j'ai aucun problème, mais vraiment, je le dis haut et fort, je pourrais arrêter la muscu si ça pouvait me permettre de beaucoup plus travailler et avancer pour avoir ces salles de sport. C'est vraiment parce que je suis prêt, là ça peut être considéré comme des sacrifices, je sacrifie déjà beaucoup de choses sur mes journées, et je peux même sacrifier mon entraînement pour cet objectif-là. Voilà. Mais moi je suis très clair, je suis très raccord avec moi-même. C'est-à-dire que je le dis, j'ai aucun problème à le dire. Et le problème des gens, c'est que ils n'arrivent pas à définir clairement leurs objectifs et leurs priorités changent. Et c'est ça, en fait, qui fait que, tu sais, ça fait un peu la girouette. C'est ça, c'est la girouette. Ça tourne tout le temps d'objectifs trop rapidement. Et du coup, au final, bah, un coup, voilà, un coup, c'est la muscu, un coup, c'est la vie de famille, un coup, c'est les sorties avec les copains, un coup, c'est les vacances, un coup, c'est machin. Et ça, c'est pas, que ça soit, en fait, pour un objectif ou pour un autre, tu peux pas te mettre à fond si tu définis pas tes priorités. J'espère que demain, tu vas pas sacrifier le repas qu'on a prévu demain soir. Il y a un repas demain? Allez, j'en étais sûr. Non, non, sans déconner, il y a un repas demain? Mais oui, et j'ai dit à maman que c'était soit tu venais à la maison, enfin que vous veniez manger à la maison, soit on descendait manger chez vous. Et qui c'est qui fait quoi alors? Bah, c'est en fonction de la météo, parce que si vous venez, on fait un barbecue, et s'il pleut, on descendra. Ok, c'est à quelle heure? Je sais pas, 19h30, je pense. Très bien. Bon, on invite tous les auditeurs du podcast, cher ami. On invite tous les auditeurs. De toute façon, je suis désolé, quand l'épisode sortira, ça sera passé. Bah, parce qu'il faut réaliser aussi de deux, c'est que là, je pars dimanche, on se revoit peut-être, et encore peut-être, lundi, mardi, mercredi de la semaine d'après, et après, on se revoit pas pendant 2 semaines. Frère, tu vas pas me manquer si c'est ça que tu veux savoir. Ah, J'en peux mais c'est plus. pareil, J'en c'est peux plus pareil, de ta sale gueule. c'est Regarde-moi ça. pareil. Regarde-moi ça. Toujours avec tes chemises là. Ah, vas-y, allez, ça fait longtemps. T'es en calbar ou pas? Non, je suis en pantalon. Oh putain. Oh putain. Ouais. Aujourd'hui, Oh ouais, j'ai fait là. un effort. Mais c'est parce que tout à l'heure, j'ai utilisé le tampon et je devais me mettre en condition, je devais être propre sur moi. On peut parler vite fait de ce tampon. Parlons vite de ce tampon. Ce tampon, euh, on va dire de secrétariat, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas l'image. Alors, c'est un tampon qui, du coup, correspond à la société qui, donc, nouvellement créée pour la salle de sport. Et pour, du coup, signer certains papiers administratifs, en fait, donc, ils nous les ont envoyés et ils mettaient tampon et signature. Il m'était caché de l'entreprise, sachant que la société était en créée, on n'avait pas encore de cachet. D'ailleurs, on savait même pas si on avait besoin d'un cachet, parce qu'on voulait pas en avoir ce truc. Ouais. Il a Sauf dû.
du coup, nous, on a signé, on a mis la date, le machin, le truc. On leur a renvoyé, et là, regarde la caméra. Et là, ils nous ont dit quoi? Il faut un putain de tampon. À votre avis, combien ça coûte, ça, à votre avis, un petit tampon? Allez, dites-le dans les commentaires, ça coûte la peau du cul, cette connerie. Oui, j'ai abusé. Ouais, et le pire du pire, allez, on va jusqu'au bout, c'est que le tampon, dans 2 mois, il est plus valide, parce qu'en septembre, on récupère du coup le local, et donc on doit faire un transfert de siège. Donc en plus, on doit payer le transfert de siège. Plus on a un tampon de merde qui a coûté une blinde pour signer des putains de papiers. Merde. Il sera dans le décor, dans le local. Il aurait une place réservée. Tu sais ce qu'on va faire, Rémi? On va l'encadrer. Non, on va le sceller. On va acheter des t-shirts blancs pour rembourser le tampon et le transfert de siège. Et on va mettre un coup de tampon dessus et on va les vendre. On va le mettre partout le tampon. Tu sais, c'est le flocage. C'est le flocage 2.0. Allez hop, comme ça, il va être rentabilisé. Et est-ce que, attends, il t'a envoyé les cartouches d'encre avec ou pas? Ouais. Il y avait une cartouche d'encre offerte. Non, parce offerte, que. avec. Ouais, sinon, c'était un supplément. Mais encore une fois, ça coûte super cher. Hein. Ça coûte super cher. Donc, ouais, bureautique, ouais. Bah, enfin, l'administratif, en général, coûte cher. Ouais, l'administratif, c'est une connerie. Ça pourrait être l'objet d'un futur podcast. Ah ouais, non. Moi, ça me. Alors, pas parler d'administratif, mais parler de l'administratif en lien avec le projet de salle de sport. Ouais, non, mais là, moi, vraiment, ça me donne. Tu vois, ça me fait mal au ventre et je sens la turbo-chiasse qui arrive quand on parle de l'administratif. Vraiment, ça me met mal. Hein. Ah, ça me met mal. Il y a une transition toute trouvée parce que on voulait parler aussi d'une vidéo qu'on nous a beaucoup envoyée. Attends, quelque chose qui fait mal au ventre. Attends, regarder. Parce que là, on a fait 30 minutes de podcast, aucun retour de semaine, aucun plat. Est-ce qu'on a besoin d'en faire aujourd'hui? Tu veux? Non, on a parlé des vacances. C'est le retour de semaine déjà. Retour de semaine et plat. Rapidement, qu'est-ce que tu as mangé à midi, mon frère? Des pâtes bolo. Oh. Ouais, pâtes bolognaise, ouais. Bien, ça, c'est bon. J'ai mangé quoi? Bah, j'ai du bourguignon là. Genre, moi, je bouffe du bourguignon depuis 3 jours là. Je bouffe du bourguignon depuis 3 jours. Bourguignon, carottes, oignons. C'est une recette c'est le ragoût que j'ai partagé, mais sans les petits pois. J'ai déjà balancé la recette sur YouTube. Et choux rouges aussi, j'avais en légumes, en plus des tomates, même si bon, voilà, les tomates. Mais choux rouges, cheat code pour avoir du volume dans l'assiette. Ça coûte pas cher. Quand vous le râpez, ça prend vite du volume. Et puis, bah, il y a de la mâche. C'est pas comme d'autres légumes où ça se mange très facilement. Là, il y a de la mâche, il y a du volume, et puis c'est pas dégueu. Moi, il y a trop de légumes dans le jardin en ce moment. Ouais, je sais. Putain, les concombres aussi. Concombres, courgettes, apparemment, les courgettes. Les courgettes. Attends, la dernière fois, je me lève tôt, donc il faisait pas encore très très jour. Et je vais du coup donc juste à côté de l'entrée, chez moi, c'est là où il y a l'évier. Je vais pour me laver les mains, pour recommencer à préparer mes œufs, machin et tout du matin. Et d'un coup, paf, je tape dans un truc, mais je m'explose le pied et je suis à 2 doigts de tomber. Et je dis putain, je suis trop con, j'ai tapé dans le meuble, un truc comme ça, tu vois. Vraiment, c'était. Mec, je regarde, c'était une salope de courgettes. Mais les courgettes, surtout à la maison, elles grossissent à vue d'œil, franchement. Mais là, en plus, en ce moment, il pleut, il fait beau, il fait beau. Dès qu'il pleut, les courgettes, elles font la giga prise de masse. Honnêtement, mais en 2 heures, tu les bois. Non, mais pas en l'échelle de 2 heures, pas sur une échelle de 2 heures. Mais... Ah non, mais sur un jour, c'est énorme. Ouais. Ah, c'est impressionnant comment ça grandit. Mais en 2 heures, tu vois une différence en vrai. Ah non, mais ça boit à sa tête, à cette connerie. Et là, le temps, non, mais vraiment, le temps, il est parfait pour toutes les cultures. Là, en ce moment, allez, tiens, on continue. Il y a des prunes. Il y a des prunes en ce moment aussi. Oui, il y a la confiture. Maman veut m'en donner. Ah bah oui, mais qui c'est qui a fait la confiture? Hein? C'est toi? Bah bien sûr que c'est moi qui ai fait la confiture. Cette saloperie de confiture. Oui, ça cuit 2 heures. Mon cul, 5 heures plus tard, j'y étais encore. Saloperie de confiture. Elle a niqué mes heures de sommeil. Cette salope de confiture. Puis il faut stériliser les machins, les trucs. Ah, super chiant cette confiture de merde. Du coup, là, en ce moment, je fais des tartes. Bah, au moment où on fait ce podcast, j'ai mis une story. Tarte à la prune. Très simple. Tu prends ta pâte. Bon, c'est une pâte allégée que je fais avec de la farine et du yaourt.
Comme ça, il y a genre que dalle en termes de calories dans la pâte. En plus, je la fais très fine. Dessus, je mets mes petites prunes, pas de sucre, rien du tout. J'enfourne, terminé. Et C'est-à-dire que les prunes du jardin sont. Enfin, déjà, une prune, c'est assez sucré, mais celles du jardin, elles sont vraiment sucrées, hein. ah non, mais Pas besoin d'en rajouter. celles-ci, elles sont bonnes. Celles-ci, elles sont bonnes. Là, maintenant, en fait, si tu veux, il faut que je me trouve une recette avec des prunes et des courgettes. À l'association. Il faut que je mette les deux ensemble parce qu'il y a trop de prunes, il y a trop de courgettes. Non, mais sans déconner, la dernière fois, on a fait donc 10 kilos de confiture. Donc, on a ramassé un seau complet de prunes. On a ramassé le seau. On avait l'impression qu'on n'avait rien ramassé. Il y a trop de prunes. Trop de prunes, trop de courgettes, trop de machin. Là, les tomates aussi. Tomates, c'est terrible. Il y a trop à bouffer. Il y a trop à bouffer. Parce que tu sais, quand t'as rien, mais quand ça donne tout d'un coup. Donc il faut faire les bocaux, les stériliser, les machins, les trucs pour conserver pour l'hiver, quoi. Bon, est-ce qu'on passerait pas au cœur du podcast? Parce qu'on n'a pas fait de sommaire. Putain, on n'a pas fait de sommaire. Effectivement, mais alors je sais pas si du coup ça faisait partie du sommaire. Donc je disais que. Enfin, non, je disais. C'était toi qui disais que tu avais mal au ventre de voir, je sais plus quoi. Attends, mais on va faire le sommaire. On va faire le sommaire maintenant. Allez, comme ça. Et le podcast est à la bonne franquette. Je rappelle qu'à tout moment, je peux sortir pour signer, pour récupérer une télé, hein. Franquette ultime. En plus, on le répète, le téléphone peut sonner, parce que là, ça fait plusieurs épisodes. Il a sonné tout à l'heure au début. Donc là, c'est la règle. S'il ressonne, je dois décrocher. On nous réclame quand même que tu réponds au téléphone. Ouais, donc il va falloir que je le fasse au bout d'un moment. Donc, le sommaire, parce que c'est ça. Après, on part dans tous les sens. Sommaire. On va essayer de temps en temps, quand il y a des sujets d'actualité, on va essayer d'en parler dans le 0RR podcast. Bon, là, on fait une pause après pendant un mois, mais potentiellement, là, il y a une actualité. Il y a une actualité, on nous l'a envoyé plein de fois, enfin, moi, on me l'a envoyé plein de fois, Rémi aussi, etc. On l'a vu partout sur les réseaux. C'est du coup la personne qui est décédée en faisant un squat. Et donc, on va réagir un peu à tout ça, je pense, assez rapidement, hein. Mais on va effectivement en parler et rappeler, on va dire, un peu les précautions de sécurité, etc., pour éviter de mourir sur un squat. Ensuite, on va parler des astuces pour augmenter son amplitude sur les mouvements de jambes. Parce que on en a marre des demi-amplitudes. On ne veut pas de demi-amplitude, on veut des amplitudes complètes sur les mouvements de cuisse. Et ensuite, celle-là, c'est moi qui l'ai sélectionnée, j'en suis fier, hein. Ah bah c'est bien, Denis, pour une fois que tu travailles, bravo. Attends, c'est toi qui dis ça, là? Ah oui. Attends, non, mais Oui. tu dis ça pourquoi? Parce que le mec a été voir les évaluations avant de commencer le podcast pour la première fois? Pas que. Là, les derniers podcasts, c'était mes questions de mes boîtes à questions. Allez, balle au centre. Non, mais attends, c'est quoi ça? Donc, tu veux dire que tu as sélectionné les questions, c'est ça? Tu fais J'ai tout? sélectionné mes questions. Bah, très bien, bah, maintenant tu vas faire le podcast tout seul alors. Très bien. Espèce de petit enculé, va. Bon, ma question. Alors, ceux qui nous écoutent quand même, ils vont nous dire, mais putain, mais ils sont en forme aujourd'hui. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a une, ouais, et aujourd'hui c'est la dernière. énergique. C'est pour ça. Bon, la dernière question, c'est comment ressentir ses pectoraux au développé couché? El famoso question. Je viens de me rendre compte que j'ai pas pris ma créatine aujourd'hui, donc je vais la prendre en direct. Et d'ailleurs, tiens, astuce direct. Vous voyez, j'ai tous mes compléments qui sont ici, à côté de moi, à portée. Pourquoi? Parce que vraiment, ça part en couille ce podcast. Ah oui. Parce qu'au final, c'est là où je suis le plus souvent. Et donc au final, quand je mange souvent et après je travaille, ou parfois je mange en travaillant. Donc j'ai tout à porter et comme ça me permet de jamais les oublier. Souvent les gens ils mettent leurs compléments dans un placard et tout, c'est chiant. Il faut aller dans le placard, il faut prendre les compléments et il y a de grandes chances que tu l'oublies. Même sur ta table, parfois il y a de grandes chances que tu l'oublies parce que tu mets ça dans un coin et c'est la merde. Là, je sais que c'est sur mon bureau, je vais prendre ma petite créatine parce que ma créatine, je scinde sa prise en plusieurs fois dans la journée. Et donc, pour moi, c'est très pratique. Le matin, je mange, j'ai ma créatine du coup après quand je travaille. Le midi, je mange, j'ai ma créatine après quand je travaille. Et j'ai ma collation, je me travaille après, donc j'ai ma créatine. Et le soir, je mange, je travaille après, donc j'ai ma créatine aussi. Donc au final, j'ai toujours ma créatine. Alors que si je suis ailleurs, je la prends pas et je l'oublie, tout simplement.
Donc voilà pour ça. C'était la petite astuce. Et maintenant, on va parler, mon frère, de la personne qui est décédée, du coup, sur son squat. Je te laisse commencer tranquillement sur le sujet. Bon, effectivement, je pense qu'on a tous vu cette vidéo. Disclaimer, moi j'aime pas du tout ce genre de vidéo, même quand c'est des personnes qui s'arrachent un pec, qui s'arrachent un biceps, enfin voilà, toutes les blessures confondues. J'ai une énorme angoisse qui monte dans mon corps et là pour du coup parler de ça, j'ai regardé à nouveau la vidéo tout à l'heure et j'étais vraiment pas bien, mais vraiment pas bien parce que ça me tord un peu les boyaux. Donc c'est une personne qui fait un squat barre très haute, on va dire, avec très lourd, avec une technique, enfin c'est pas vraiment la technique, c'est plus que c'est une charge qu'il ne maîtrise pas et il a seulement un spotter derrière lui. Quand on regarde bien la vidéo, on se rend compte qu'il est pas rassuré, qu'il ne maîtrise pas la charge et qu'il a du mal à sortir la barre et qu'en reculant, on voit que c'est un peu hasardeux, qu'il a le pas un peu fébrile. Et surtout, on observe que sa cage à squat n'a pas de sécurité. Donc, à partir de là, on a un premier élément qui nous indique qu'il ne travaille pas dans un confort et dans une sécurité voilà, de travail. Ensuite, comme je l'ai dit, il y a une charge qui est trop importante. Et quand on utilise des charges très lourdes, parfois, il ne suffit pas d'avoir un seul spotter. Et derrière, on a une personne qui l'encourage, qui voilà, a l'air de savoir assurer, mais qui ne peut pas à elle seule rattraper une barre très lourde seule. Donc, on a un deuxième point de vigilance, c'est-à-dire que dès que la barre est trop lourde, bah, prenez un, deux, trois spotters si vous avez tout ça à côté de vous. Quand on regarde les compétitions de force athlétique, ils sont pas, il n'y a pas juste la personne qui lift et la personne qui assure. Non, généralement, il y a toute une équipe autour, parfois un 3, 4, 5 sur certains mouvements, en fonction de la charge. Donc, assurez-vous d'être toujours bien encadré. Donc, troisième point, je le disais, la charge est trop importante, l'ego lifting est présent et on voit clairement que la personne ne maîtrise aucun paramètre de tenue de charge, il n'y a aucun contrôle, la personne s'écrase tout simplement sous le poids de la barre. En fait, tu as un peu tout dit, hein. Pour expliquer, en fait, du coup, donc la personne est tombée sur l'arrière, et c'est en fait en tombant sur l'arrière, avec le poids de la barre, plus le choc du corps, que c'est ça qui a provoqué la douleur. Alors, je vous invite pas forcément à aller voir ces vidéos. Comme disait Rémi, c'est le genre de vidéo qu'on n'aime pas trop. Tu sais, c'est le genre de vidéo en général qui marche bien sur les réseaux, que du coup, quand tu fais de la muscu et que tu as un feed qui est un peu orienté autour de la muscu, les blessures, ça finit toujours par arriver dans ton feed. Et petite astuce pour ceux qui veulent pas trop voir, mais voir quand même, tu sais, tu regardes la vidéo et puis tu ouvres l'espace commentaire. Comme ça cache un peu. Tu vois qu'un tiers de l'écran. Et comme ça, tu vois pas trop, tu sais globalement ce qui se passe, mais au moins tu vois pas la blessure et tu te préserves un peu des cauchemars que tu peux faire. Comme ensuite a dit Rémi, il y a plusieurs choses qui ne vont pas sur cette vidéo. On ne va pas reparler des compétences de la personne, machin et tout, etc. Mais en fait, ça, là, c'est une situation que, en travaillant en salle, j'ai vu énormément de fois. Énormément de fois, ouais. C'est-à-dire que tenter un max, une mono, donc on a déjà parlé des max dans ce podcast plein de fois. Mais en fait, tenter une mono sans avoir respecté les conditions minimum de sécurité, c'est un peu suicidaire. C'est-à-dire que de base, tous les racks à squat ont des sécurités. Tous les racks à squat ont des sécurités. Et aujourd'hui, c'est pas comme à l'époque où à l'époque, en fait, on avait donc c'était surtout des cages et les sécurités n'étaient pas réglables. C'est-à-dire que les sécurités minimales, elles n'étaient pas réglables. Et donc, pour certaines personnes qui avaient trop d'amplitude, effectivement, il fallait qu'elles sortent et qu'elles se mettent encore plus loin. Donc, elles devaient faire 4-5 pas pour sortir de la cage, etc. Et du coup, on n'avait pas le choix. Mais ça, c'était 10 ans en arrière. Aujourd'hui, la plupart des gens ont quand même accès à des cages qui peuvent se régler, sur lesquelles tu peux mettre les sécurités à la bonne hauteur. Je sais, c'est chiant. C'est chiant, il faut mettre les sécurités, il faut les régler à la bonne hauteur. Surtout quand il y a beaucoup de réglages, c'est chiant, il faut enlever, remettre, enlever. Ouais, mais tu perds combien de temps? Enfin, si on parle en perte de temps. Oui, c'est ça. Non, mais donc, déjà. Allez, mettre, tu perds, allez, grand max, 1 minute. Mais c'est surtout qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut leur apporter des bienfaits. C'est un peu comme quand
quand je programme un mouvement à la Smith Machine pour mes suivis, sur la Smith, il y a des sécurités en fait. Le nombre de personnes qui mettent les sécurités parmi mes suivis, elle est extrêmement faible. Je suis obligé du coup, donc c'est l'une des corrections que je fais à chaque fois. Je suis d'accord, je la fais aussi beaucoup. D'autant plus qu'en fait, ces sécurités, elles peuvent être aussi utilisées pour standardiser le mouvement. Donc ça peut quand même avoir une très très forte utilité. Mais effectivement, parfois, certaines personnes vont se retrouver entre deux crans au niveau de la sécurité. Donc elles ne vont pas pouvoir s'en servir pour standardiser le mouvement. Mais du coup, ça n'empêche pas que si tu les mets, si tu restes bloqué en bas, bah, en fait, tu as juste à poser la barre sur la sécurité et c'est bon. Si tu n'as pas ça, bah, en fait, tu vas envoyer la barre vers l'avant, mais elle va tomber sur le bide, elle va tomber dessus. Voilà, ça ne fonctionne pas. Et en fait, ce que je dis souvent, c'est, tu sais, c'est un peu comme l'angle mort sur les voitures. Quand tu prends la mauvaise habitude de ne pas le vérifier et de tourner quand même, bah, en fait, il y a soit le jour où tu te fais une giga frayeur et à ce moment-là, c'est bon, tu check ton angle mort à chaque fois. Soit, en fait, bah, il y a un moment où tu ne vas pas regarder, tu vas tourner et tu vas taper, tu vas avoir un gros accident. Et là, tu peux avoir effectivement de grosses séquelles. En fait, voilà. Donc, soit un jour, tu te fais une frayeur et après, tu mets les sécurités. C'est-à-dire que bah, y a un moment où on reprend l'exemple de la Smith, tu ne mets pas tes sécurités, tu descends, tu restes bloqué en bas, tu n'as pas mis les sécurités, donc hop, la barre, elle te retombe dessus. Heureusement, il y a quelqu'un qui vient, qui t'aide, machin et tout. Soit, sinon, bah, tu restes bloqué, tu cries un peu à l'aide, machin, et tu arrives à la rebloquer. Enfin, bref, c'est pas. Voilà. Là, c'est, on va dire, le dégât minimum, mais au moins, ça t'apprend la leçon et après, tu remets les sécurités. Et après, bah, il y a le cas où, donc là, c'était le cas où ça passe, il y a aussi le cas où ça casse et où tu te fais super mal, et voire ça peut même aller jusqu'à la mort, entre guillemets, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que ça, c'est quelque chose qui était filmé. Donc, on en a la preuve. Ce genre d'accident, ça arrive souvent, mais c'est pas, ça réarrive. De là à dire souvent, peut-être pas, mais ça réarrive, c'est juste que c'est pas filmé. Du coup, c'est pas mis en avant. Et donc, ce que je disais, voilà, les conditions de base, donc mettre les sécurités, c'est hyper important. Et vraiment, c'est chiant, mais c'est hyper important. C'est comme d'avoir un spotter. Avoir un spotter, honnêtement, bon, déjà, si tu as les sécurités, potentiellement, tu as un peu moins besoin d'un spotter. Mais quand tu fais un max, le spotter, les spotters, même quand il y a vraiment très lourd, ils vont pouvoir être là pour justement rediriger la barre, l'amortir pour justement la poser sur les sécurités et que toi, tu sois du coup sans problème. Rémi parlait des compétitions de force. Vous savez qu'en compétition de force, même au soulevé de terre, il y a des spotters. Les mecs se mettent derrière pour justement rattraper les personnes quand elles tombent après en arrière, après avoir fait leur performance. Donc, le spotter aussi a une certaine importance. Et on en a parlé dans le dernier podcast, justement, où quand je faisais mon bench, j'avais 3 putains de spotters. Et il y avait Rémi qui était derrière, et souvent 2 autres personnes sur les côtés. Souvent, c'était des suivis, d'ailleurs, à moi que j'avais à l'époque. C'était souvent les mêmes, parce que quand tu as tes spotters habituels, souvent, eux, ils savent te spotter. Parce que justement, c'est un autre point qui est important, c'est si tu as un spotter, il faut qu'il sache spotter. Si on reprend l'exemple de la vidéo, le mec n'avait déjà pas les sécurités sur les côtés. Ensuite, il avait un seul spotter, alors que potentiellement, il en aurait fallu 3. Et en plus de ça, son spotter, bah, il ne sert à rien. Son spotter, il sert à rien, il fait de la figuration et c'est tout. Et parce que le mec ne sait pas spotter. Spotter, ça s'apprend. C'est pas n'importe qui sait spotter aujourd'hui. Il y a les gens qui aident trop et les gens qui ne savent pas aider. Voilà. Trouver un bon spotter, c'est très, 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 très rare. Donc, il ne faut pas aussi mettre n'importe qui, surtout quand on tente ce genre de max. Allez, on balance une autre anecdote. Tiens, plein d'anecdotes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas balancé des anecdotes, mais aujourd'hui, on en balance plein. Quand je faisais du bench, à l'époque, donc déjà, je ne me mettais pas sur les bancs de développé. Donc, je faisais mon bench à Basic Fit, je ne me mettais pas sur les bancs de développé couché de Basic Fit. Vous savez, les bancs classiques Matrix ou Technogym, qui sont en fait des bancs de développé couché. Pourquoi? Parce que justement, je n'avais pas les sécurités sur les côtés. Donc, déjà, ils sont moins safe, donc je ne me mettais pas dessus. Donc, je me mettais là. Et en fait, dans ces bancs, quand je me mettais donc, dans les cages avec les sécurités, c'était beaucoup plus chiant pour le spotter de me sortir les barres. C'était beaucoup plus chiant. Et puis, du coup, pour assurer aussi, c'était moins bien. Mais il y avait un mec dans la salle, je ne dirais pas son nom, il faisait de la force athlétique et il était genre super bon pour spotter
pour sortir les barres. Pourquoi? Parce que le mec faisait de la force. Donc il savait, en gros, il savait comment lui, il aimait qu'on lui sorte les barres, donc il faisait la même chose. Et ce mec, en fait, c'est très simple. Il avait des bandes de poignets, tous ses accessoires. Ah, il puait la mort. Ah, ça pue la mort. Ah bah les Vraiment, bandes, les sangles de tirage, les genouillères. les trucs, Ouah, voilà, les trucs qui restent dans le sac, ça macère. Et vraiment, voilà, le mec, il ouvre son sac, tu as l'impression qu'il y a un animal crevé dans la salle. Bah, c'était ça. Et c'est-à-dire que, honnêtement, il y avait plein d'autres mecs qui me demandaient tout le temps, ouais, si tu veux, je t'assure et tout. Bah non, moi je voulais ce mec, et même s'il avait des bandes qui puaient, parce que je savais d'une, qu'il savait spotter, et deux, qu'il me les sortait correctement. Bon, en plus, il me faisait travailler mon apnée, il n'y avait pas de problème. Mais voilà, parce que je m'en foutais que du coup, ils me mettent qu'il ait ses bandes qui daubent et tout quand il faisait. Parce que je savais qu'il le faisait bien. Donc voilà, le choix du spotter est également très important. Et voilà, il y a tout un panel de règles de sécurité déjà à respecter. Et après, au-delà de ça, il y a aussi la performance que tu vas tenter. On en a déjà parlé dans, encore une fois, le podcast précédent. Donc si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à aller l'écouter. Mais quand tu n'as pas la technique de base, c'est-à-dire que quand tu ne maîtrises pas les fondamentales de la technique, tu ne vas pas tenter des séries courtes. Mais quand je dis des séries courtes, c'est même parfois genre 5 reps. Ça peut être, quand tu n'as pas une bonne technique, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Donc là, quand tu n'as pas une bonne technique d'exécution, tu ne vas pas tenter un max, donc tu ne vas pas tenter une mono, qui en plus de ça est beaucoup trop lourde pour toi. Combien de personnes j'ai vu en salle de sport, quand je travaillais à Basique, faire exactement la même chose. Et là, ce qui se passe, c'est que souvent, bon, bah voilà, c'est pas des charges énormes. C'est-à-dire que, OK, le mec, il va mettre 110, 120, 130 maximum. Souvent, c'est des débutants en plus qui font ça. Et en gros, ça finit bien. Genre, il tombe en arrière, il balance la barre en arrière. Il n'y a pas de choc. Ça se passe bien, on va dire. Mais c'est sûr que quand tu as 200 kilos, surtout que la personne est quand même assez légère sur la vidéo, c'est pas la personne qui fait 130 kilos, c'est sûr que tout de suite, les dégâts ils sont plus importants. C'est un peu comme quand j'étais à Budapest, les machines qui se pétaient, pourquoi elles étaient tout le temps pétées? Parce que les mecs ne savaient pas s'en servir, mais ils ne savaient pas s'en servir et ils mettaient beaucoup de poids. C'est sûr qu'une machine, même si tu t'en sers mal, si tu mets 5 kilos ou 10 kilos dessus, il y a moins de dégâts que si tu fais la même chose mais avec 150 kilos. Là, c'est la même chose avec ton squat. Potentiellement, tu tombes comme ça avec une barre, comme lui est tombé, tu tombes comme ça avec une barre de 30 kilos, ça va aller, ton corps il va pouvoir l'encaisser, ton corps c'est pas de la mousse. Maintenant, tu le fais avec 210 kilos, ton corps il a une limite, tu vois. Donc, il y a plein de choses en fait qui n'allaient pas dans cette vidéo et on va pas dire voilà c'est fait malheureusement, malheureusement fait à son âme, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même des leçons à tirer de tout ça. Il y a des leçons à tirer de tout ça et voilà, dans le mal, il faut essayer de voir le bien et le bien que ça peut apporter aux gens. C'est-à-dire que si tu écoutes ce podcast, bon, je suis sûr que tu fais pas ce genre de choses. C'est-à-dire que voilà, tu mets les sécurités, tu te fais spotter comme il faut, tu tentes pas des barres que tu n'as pas. Voilà, et ça, c'est la base, tu l'as. Mais par contre, les gens ne l'ont pas. Tout le monde ne l'a pas. Maintenant, tu vois, si tu vois quelqu'un qui fait ça, honnêtement, va lui dire. Va lui dire, limite pour le choquer un peu, montre-lui la vidéo. Tu vois, cette vidéo, elle doit aussi un peu faire comme les paquets de cigarettes. Tu sais, quand tu vois les poumons défoncés, le mec, tu sais, la photo sur les poumons, enfin, sur le paquet de cigarettes, faut un peu que ça serve aussi à ça, je pense. Et voilà, essaye de faire ça. Essaye de sensibiliser un peu les personnes autour de toi pour limiter les blessures. Parce que si tu es en salle commerciale, je sais, parfois il y a des jeunes, tu as l'impression que c'est des petits cons, etc. Machin. Tu n'as pas forcément envie d'aller les aider, mais tu peux indirectement leur sauver la vie. Donc je t'invite à le faire, à partager ça. C'est un peu aussi ça la mentalité zéro RIR. Limiter les blessures pour soi-même, limiter les risques pour soi-même, mais aussi le faire pour les autres. Exactement. Et en fait, derrière tout ça, on a quand même un devoir pour ceux qui connaissent le sujet et qui connaissent aussi les dangers de la pratique. On a un devoir de faire un petit peu pas police, mais morale, si vous voulez, à toutes les personnes qui tentent de faire des bêtises de ce type-là. Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui faisait un développé couché à la Smith et qui n'avait pas mis les sécurités.
je lui ai montré tout simplement parce qu'il savait peut-être pas aussi les utiliser. Je lui ai dit, mais écoute, regarde, là, ça gêne pas ton mouvement, mais si tu mets les sécurités comme ça, tu les règles, ça prend 30 secondes, même pas, 10 secondes par côté, tu vas vraiment, tu vas quand même travailler en sécurité et tu vas vraiment être beaucoup plus safe sur ton mouvement parce que au-delà du simple fait que tu travailles en sécurité, le fait que dans ta tête, tu te dises, j'ai mis mes sécurités, donc j'ai moins cette appréhension de si la barre me tombe sur la gueule, qu'est-ce qui se passe? Et bien voilà, déjà, vous travaillez avec un peu plus de confort. Deuxième chose, tu parlais du développé couché, beaucoup de bancs dans les salles commerciales ne proposent pas des sécurités de chaque côté. Et même, il y a des salles de sport aussi qui n'ont pas de cage de sécurité. Euh, je pense aussi à un de mes suivis qui a ça et qui s'entraîne à 6 heures du mat, tous les matins, enfin quelques matins dans la semaine, et il a du développé couché à la barre, parce qu'il aime ce mouvement, bref. Sauf que il n'a pas de sécurité sur son banc. Donc, qu'est-ce que je lui ai dit de faire? Je lui ai dit, tu as des steps dans ta salle? Oui. Donc, tu vas mettre des steps de part et d'autre enfin, de part et d'autre de ton banc de développé couché. Et au moins, si t'arrive quelque chose, parce qu'à 6 heures, il n'y a personne dans la salle, hein. Enfin, dans sa salle, il n'y a vraiment personne. Donc, si la barre, tu n'arrives pas à la remonter, paf, elle se repose sur tes sécurités. Donc maintenant, enfin, sur tes sécurités en step. Donc maintenant, il sait que quand il fait le développé couché, il va chercher ses 10 steps, hein, il en faut 5 de chaque côté, et, parce qu'il les empile. Et du coup, il fait son mouvement en sécurité. Parce qu'il y a la sécurité de si ta barre te tombe sur la gueule, bah, tu peux moins te faire mal. Et puis aussi dans la tête, comme je vous ai dit. Il sait qu'il travaille en sécurité, donc il va mieux réussir à passer le cap et à mieux passer aussi ses répétitions. En fait, c'est chiant ce setup-là, par exemple avec les steps. Ah ouais, mais là, Mais, 6 heures. mais honnêtement, c'est ce qu'il y a de mieux. Et partez pas du principe que les gens vont vous dire ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait chier tout le monde. Non, tu fais pas chier tout le monde, tu vois. Genre, même le gérant de ta salle, il va venir te voir et dire ouais, qu'est-ce que tu fais avec les steps? Bah, tu lui dis cash, tu lui dis bah écoute, dans ta salle, il n'y a pas suffisamment d'équipement pour travailler en sécurité. Je suis obligé de compenser ça avec les steps. Voilà, c'est pas normal. Est-ce que c'est normal que je doive faire ça? Potentiellement, si c'est un bon gérant, il va te dire d'aller te faire reculer. Non, il y a quand même de grandes chances que le gérant te dise ça parce qu'il n'y a malheureusement pas de bon gérant en France. Mais si c'est un bon gérant, il va dire ok, je me rends compte du problème, je change ça. Il y a peu de chances que ça arrive. Il y a peu de chances que ça arrive. Mais il y aura le 0 RR Gym et il n'y aura pas de problème. On va mettre quadruple sécurité, tout ce que tu veux. On va mettre des. Tu sais, on embauchera des gens juste pour le spotter. Voilà, il y aura des spotters. Tu fais quoi dans la vie comme métier? Spotter. Je suis spotter 0 RIR. Voilà, c'est ça. Ça va être le métier de prestige. Donc n'oubliez pas, ceux qui écoutent ce podcast, vous avez maintenant le devoir d'aller accompagner ou du moins zioter et faire la morale à tous ceux qui tentent des mouvements un peu farfelus, sans spot, sans sécurité. Voilà, vous prenez 10-15 secondes. Et si vous renvoie chier, bah, c'est pas grave, au moins vous avez fait votre petite minute de bon sens et de morale. C'est vrai que en fait, en salle de sport, moi je me suis aperçu quand même de quelque chose. C'est que en salle de sport, bon, quand je m'entraîne et qu'il y a du monde autour, si je regarde les mouvements des gens, bon, il faut que je corrige tout le monde. Tu vois, il faut que je corrige tout le monde. Et il y a un moment où, en fait, tu vois, tu vas à la salle, c'est pour faire ta séance. C'est pas pour corriger les gens. Moi, je suis pas employé dans la salle. Voilà, je vais pas corriger tout le monde. Surtout que souvent, bah, quand tu corriges quelqu'un, après, bah, les gens, dès qu'ils te voient, ils viennent te demander des conseils. Tu peux, c'est normal, j'ai envie de dire, c'est normal de penser comme ça. Moi, quand je vais à la salle, j'ai 1 heure, 1h15. Souvent, je ne peux pas me permettre, sur 1 heure, 1h15, de corriger les mouvements de tout le monde. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que bah, quand je vois un mouvement qui est mal fait, mais qui n'est pas dangereux, bah, potentiellement, je ne vais pas le dire à la personne. Quand je vois un mouvement maintenant qui est mal fait et qui est dangereux, Ouais, c'est surtout ça. là, par contre, j'ai pas d'excuse. Je vais le dire à la personne. Et quand voilà, tu vois après avec la personne, soit tu dis bah il est un peu trop lourd, mec, il faut que tu fasses quelque chose, baisse le poids. Soit parfois en baissant le poids ça va mieux. Soit en fait parce que parfois réexpliquer un mouvement, les gens se rendent pas compte, mais expliquer correctement un mouvement et pour que la personne le fasse bien, surtout quand tu as le goût du détail comme moi. Honnêtement, ça prend genre 30 minutes par mouvement pour une personne. Les gens se rendent pas compte, mais donc en général, ce que je fais, c'est que quand j'ai pas trop de temps, je renvoie vers une variante qui est moins dangereuse. Tu vois, je renvoie vers une variante qui est moins dangereuse. Genre quand je vois un rowing qui est fait avec le dos rond
et que la personne, elle est tellement débutante qu'elle n'arrive pas à gérer le placement de son bassin, bah, je l'envoie vers la machine, tu vois, je l'envoie vers la machine. Et c'est vrai que souvent, enfin, ce qui aide pas mal maintenant, c'est avec, entre guillemets, la notoriété que j'ai, bah, les gens, ils me reconnaissent en salle. Donc, en général, quand je dis quelque chose, les gens ne discutent pas. Toi qui vas dire quelque chose à quelqu'un, tu peux peut-être ne pas être reçu de la même façon. Tu peux, par le passé, j'ai fait la même chose. Parce que par le passé, j'ai donné des conseils aussi à des personnes. J'ai corrigé des personnes sur des mouvements qui n'étaient pas forcément dangereux, mais qui avaient besoin, par exemple, d'être améliorés. Je le faisais vraiment pour tout le monde. Il n'y avait pas de problème. C'était ma passion, etc. J'ai vite arrêté quand les gens on me dit ouais, 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 allez, c'est ça, casse-toi, connard. Tu me fais chier. Je continue mon truc. C'est vrai que ça donne pas envie d'arrêter. Mais par contre, quand un mouvement est vraiment dangereux, n'hésite pas à le dire. Et par contre, si la personne te renvoie chier à ce moment-là, bah, Tant pis. tant pis. Voilà. Sélection Puis au moins, tu as naturelle. fait j'allais dire bonne action, mais enfin voilà, c'est pas une bonne action, c'est juste d'être humain. En fait, quand tu vois des choses comme ça, fais preuve de bon sens. Tu y vas, tu dis ton truc, c'est reçu, pas reçu, tu t'en fous. Au moins, tu as fait ce que tu te sentais capable de dire ou de faire, dans le cas où Ouais, tu c'est spots. ça. Et, Moi, ça me fait penser aussi vas-y. à un truc où, dans la salle de sport, enfin, je m'entraîne dans 2 salles de sport, mais dans une des salles où je m'entraîne, il y a des machines à PEC qui n'ont pas de pédale de débrayage. Et pour faciliter la première répétition, quand elles sont arrivées dans la salle de sport, parce qu'elles sont arrivées il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien, je mettais à chaque fois des disques de part et d'autre. Et ce que je vois maintenant, c'est que, bon, bah, bien sûr, maintenant, il y a des mousses spéciales, les mousses roses, là, c'est une mousse de pilates qui a été coupée en deux et qui permet de faire, du coup, des petites cales et donc faciliter la première répétition. Eh bien, au tout début, il y en avait pas. Donc maintenant, il y en a et elles sont en permanence sur les machines, à côté des machines. Donc, il y a eu quand même comment dire, une transition, une passation enfin, du savoir, non, de l'astuce plutôt entre pratiquants. Et maintenant, ces mousses-là, elles sont en permanence utilisées. Tu sais que quand tu fais cette machine, toutes les personnes qui la font utilisent les cales là pour faciliter la première répétition. Donc voilà, c'est plutôt ce genre de comportement qu'il faut lancer et proposer dans les salles de sport, c'est dire, bon, bah, il y a des machines où il suffit de faire un tout petit truc, voilà, une cale pour faciliter la première répétition, et après, bah, tu laisses ça à poste fixe, juste à côté de la machine, tu sais que ça sera utilisé en permanence. Et après, bah, voilà, il y a une passation du savoir, de l'astuce entre chaque personne qui l'utilise. Ouais, mais ça, c'est vrai, hein. Les cales sur les machines à PEC, je me souviens très bien dans le Basic Fit, quand il a ouvert, moi, j'y travaillais, du coup, dans le Basic Fit. Et quand j'utilisais les cales, j'entendais que les gens ils disaient, ouais, il casse les couilles avec ses cales, machin et tout. Mais en fait, ils pouvaient trop rien dire parce que c'était moi le mec de l'accueil. C'est-à-dire que, bah, d'une, je pouvais pas être viré. Et deux, moi, je pouvais les virer. Mais en fait, pourquoi il disait que Donc, ça casse les couilles? Parce que les cales, on les mettait de façon à ce que ça facilite la première répétition, encore une et fois, ça mais tombait, ça parfois elles pouvaient roulait. tomber et après elles roulaient. Bon, c'est le truc qui peut arriver. Honnêtement, ça va, ça faisait pas chier, c'était drôle. Il y avait Ça, un petit ça, peu de bruit. voilà, honnêtement, mais les gens, ils râlaient pour rien. Et j'ai arrêté de travailler à Basic Fit. Et donc là, enfin, il y a quand même une ellipse de plusieurs années, hein. Et j'y suis retourné pour m'entraîner avant de partir à Budapest. Et avant de partir à Budapest, j'ai remis mes cales aussi. J'ai remis mes cales. Et là, ça faisait chier tout le monde. Sauf qu'il y avait du temps qui était passé. Ça faisait un moment que je travaillais plus à Basic Fit. Les gens, ils me connaissaient plus. Il y avait qu'une minorité de personnes qui se souvenaient un peu de moi. Et là, les gens, ils disaient à voix haute que ça leur cassait les couilles et tout, machin, que je faisais chier. Il y en avait, et honnêtement, sans scrupule, hein, ils venaient me voir, ils me disaient, ah, tu casses les couilles, machin et tout. Et à l'époque, je faisais pas de vidéo. Je faisais pas de vidéo. Et enfin, j'ai commencé les vidéos. Du coup, j'ai fait honnêtement sur l'importance des cales. Cette vidéo, j'ai dû la refaire 10 fois où j'ai expliqué les choses Ouais, de j'en ai façon fait un paquet différente. aussi. Ouais. Honnêtement, les cales, je l'ai expliqué plein de fois leur intérêt. Et il y a un moment où du coup, bah, la sauce a pris pour mes vidéos. Et aussi, j'ai eu la chance de récupérer en suivi un des mecs qui travaillait à l'accueil là-bas. Et du coup, je le faisais utiliser des cales. Donc lui, il se retrouvait dans la même situation que moi au Ok, d'accord. départ. Et en fait, le truc, c'est qu'il, bah, de plus en plus, bah, déjà, il y avait le mec à l'accueil qui le faisait. Donc, et il disait aussi aux gens de le faire. Donc, c'était validé par le mec de l'accueil. Et en plus, il y avait une autre justification aussi, c'était bah, Denis Gallois, il le fait. Et à l'époque, je commençais vraiment tout juste à monter. Je devais avoir 30K, un truc comme ça sur TikTok. Honnêtement, parfois, le nombre d'abonnés, c'est plus un argument pour convaincre les gens que limite la logique derrière.
Tu sais, genre, le mec, il a 1 million d'abonnés, il dit, moi, je mange de la merde pour prendre du muscle. Et il y en a qui vont le faire. Et il y en a qui vont le faire parce que c'est comme ça. Et il a 1 million d'abonnés, attends, et il mange de la merde, c'est que ça doit fonctionner. Voilà, c'est comme ça, il y aura toujours des gens comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, c'est rentré dans la tête, c'est rentré dans les têtes. Quand je suis parti, juste avant que je parte de Budapest, il n'y avait plus personne qui faisait la chest press sans mettre les cales. Vraiment, c'est la flat bench, donc, celle qui la chest press allongée. La chest press allongée, ouais. Mm. Il n'y avait plus. Et pareil, la machine à dos, tu sais, à côté, le lat pull-down Matrix, celle qui est divergente là, je faisais que dire que c'était de la merde, et il n'y avait plus personne qui la faisait. Il n'y avait plus personne qui la faisait. Donc, comme quoi, en fait, quand on fait quelque chose, parce que c'est aussi beaucoup, dans les salles de sport, c'est aussi beaucoup par mimétisme. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui, quand elles arrivent, elles ne savent pas quoi faire, et du coup, elles vont recopier un peu les exos qu'elles vont voir autour. Hein. C'est comme ça. Et si, en fait, elles voient quelque chose qui est fait, que tout le monde dit, moi, c'est OK, fais-le, tu vois, c'est mieux, qu'elles essayent, qu'elles voient que c'est mieux, en fait, il y a tous les biais qui leur prouvent que c'est quelque chose de bien. Et après, bah, du coup, elles vont se mettre à le faire. Et ensuite, bah, il y a une nouvelle personne qui arrive, elle suit le même processus, et au final, tout le monde finit par le faire. C'est comme ça. Et puis souvent aussi, quand le mec le plus balèze de la salle le fait, ça aide pas mal. Bon, honnêtement, regardez, un jour, allez, putain, je balance plein d'anecdotes aujourd'hui, c'est le podcast des anecdotes. Un jour, justement, je travaillais à Basic Fit, et c'était un jour férié. Je sais plus quel jour c'était un jour férié, bref. Et là, il y a un mec, il arrive, en débardeur, une énorme machine de guerre. Le mec, honnêtement, il était ultra tanké, il a un physique très esthétique, etc. Je crois qu'il était pas français, mais voilà, il devait être là pour des vacances, pour le jour férié, je sais pas quoi. Mais bref, le mec était une énorme machine de guerre. Et il fait les pecs. Et je crois que c'était un lundi férié, un truc comme ça. Donc tout le monde faisait les pecs. Et c'était donc 9h, 16h, les ouvertures de la salle. Donc c'était très condensé. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de monde sur un minimum de temps. Et donc lui, il arrive, il y a plein de personnes qui le voient du coup. Et il commence à son entraînement. Et je crois qu'il fait genre incliné aux haltères. Et derrière son incliné aux haltères, il fait du squeeze press. Du squeeze press incliné comme ça là. Coup dur. Si vous connaissez l'exercice du squeeze press, vous savez que c'est de la merde. Vous savez que c'est de la merde, mais lui, il le fait. Et là, vous savez, dans la tête des gens, le mec est balèze, le mec fait du squeeze press. J'ai jamais vu autant de personnes faire du squeeze press dans la même journée. C'est-à-dire qu'avant, personne faisait cet exo, j'avais jamais vu personne faire. Enfin, j'avais jamais vu. Je voyais de temps en temps, mais c'était très rare. Là, ce jour-là, c'est-à-dire que quand il était là. Il ne faisait pas debout, j'espère. Non, il le faisait incliné sur le banc. Mais par exemple, quand lui a commencé à le faire, comme tous les bandes aux haltères étaient pris, il y avait genre 3-4 personnes simultanément qui faisaient ce même putain d'exo, tu vois. Et toute la journée, j'ai vu des personnes faire ce putain de mouvement de squeeze press parce que lui, il était arrivé le matin, qu'il l'avait fait, et du coup, les gens recopiaient, et toute la journée, tu vois. Puis c'est pareil, quand tu vois un mec qui fait le mouvement qui est balèze, ça te donne envie de le faire. Mais aussi, quand tu vois 5 mecs en même temps qui font le même mouvement, ou pendant que tu es dans ta séance, tu vois genre plein de monde qui fait le même mouvement, tu te dis, putain, il doit être trop bien ce mouvement. Et du coup, tout le monde faisait ce putain de mouvement de merde par mimétisme, en fait. Ouais. Je sais plus pourquoi je disais ça. Mais faites attention. Je sais plus. C'est bien, là, on a été en profondeur sur ce sujet, finalement. Ouais, mais du coup, on a annoncé des questions. Je sais pas si on va pouvoir tout faire. Oh non, on est qu'à 1h10 de podcast. Allez. Aujourd'hui, épisode spécial, 5 heures de podcast. Non, je peux pas. Je peux pas, mais on va faire la prochaine question. Bien sûr. Mon frère. Ma sœur. Donne-nous une astuce pour augmenter ton amplitude sur les mouvements de cuisse. Alors, pour remettre un petit peu de contexte, c'est vrai que pendant un temps, Denis, moi et d'autres personnes n'osaient pas augmenter l'amplitude sur des mouvements et préféraient mettre de la charge sur les mouvements de presse, par exemple. Alors, je corrige. C'est pas qu'on n'osait pas mettre de l'amplitude. C'est qu'on pensait qu'on était au maximum de notre amplitude. Ouais, ah oui, il y a ça aussi. Il y a le fait qu'on pensait qu'on était au max de l'amplitude et que la surcharge progressive devait être le premier facteur à mettre tout en haut de la progression pour progresser. Donc on chargeait comme des animaux les mouvements de presse
enfin, toutes les presses horizontales, circulaires, linéaires, bref, tout ce qu'on pouvait charger, on chargeait. On disait, ouais, plus on met lourd, plus il y aura une stimulation musculaire. Et du coup, on délaissait l'amplitude de travail. On s'en rappelle, hein. On s'en rappelle de ces presses bien chargées là, où on était content de faire les allers-retours avec les poids de 20 kg à Basic Fit, et on chargeait comme des animaux, pardon. C'est vrai. On a eu en fait cette phase où en fait le truc c'est que je pense que honnêtement beaucoup sont là encore dans leur progression parce que c'est très dur, hein. On a eu cette phase où quand on nous parle dans le podcast, on a fait cette erreur de pas se remettre en question. Et en fait c'était ça, c'était la presse. Honnêtement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, la presse de Basic Fit, je la remplissais à une jambe. Je la remplissais à une jambe, ça vous laisse imaginer l'amplitude que j'avais. Ouais, pas d'amplitude. Et en fait, le truc, c'est que au fond de moi, je le savais, tu vois, que j'avais une amplitude de merde. Mais là, tu vois, je faisais hop, le tiroir à excuses. Je regardais, et le premier, tu sais, genre, il y avait l'évidence même, tu mets beaucoup trop lourd, enculé. Et à côté, il y avait j'ai pas de mobilité. Je vous laisse deviner lequel je choisissais. Donc, moi, j'étais là, oh, c'est parce que j'ai pas de mobilité. J'ai une mauvaise mobilité. Et là, mais combien de fois je l'entends par jour ça? J'ai pas de mobilité, j'arrive pas à descendre à la presse. Non, c'est que tu mets trop lourd, enculé. La cam. Je rattrapé, c'est bon. Il y a ça aussi, et je pense vraiment qu'il y a eu la course à la charge. Vraiment, moi j'en fais partie. Il y avait, ça allait de pair avec le reste. Le truc, c'est que la charge, c'est plus de l'ego, tu vois. C'est plus de l'ego. Dans ta tête, c'est très dur, tu vois. Genre, t'es là, tu mets le maximum de poids sur la machine, t'as une amplitude de merde, et puis quand tu le fais avec une bonne amplitude, tu sais, il y a un jour où tu testes quand même, tu sais, tu te dis, tiens, je vais voir pour l'amplitude. Tu testes, tu mets 2 plaques, tu vois qu'au final, t'as pas trop de problème de mobilité. Tu vois que tu peux descendre, mais en fait, tu mets 2 plaques, et genre, d'habitude, tu faisais 10 reps au max de la machine, et là, tu fais 6 reps avec 2 plaques. Mais et là, du coup, là, tu prends un sacré coup. Tu dis, oh là, mais ton ego. Il n'y a pas un entre-deux qui serait bon. Ton ego, il supporte pas ça. Ton ego, il supporte pas. Tu te dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est ça, ouais, comme dit Rémi, tu cherches un entre-deux. Tu te dis, ah, je vais augmenter un peu mon amplitude, mais je vais baisser le poids un peu quand même. Alors, du coup, tu mets moitié de machine, voire un peu plus. Et puis, ce qui se passe, c'est que tu augmentes légèrement ton amplitude. OK. Mais au fur et à mesure que tu remontes le poids, ton amplitude, elle diminue à chaque fois parce que tu n'as pas de standardisation. Donc, non. En fait, la technique de base pour augmenter ses amplitudes sur les mouvements Là, on a beaucoup fait la presse à cuisse. Donc, on va rester un peu sur la presse à cuisse. Honnêtement, si tu n'arrives pas à avoir de l'amplitude sur la presse à cuisse, c'est pas que tu n'as pas de mobilité. La plupart du temps, c'est 2 causes. C'est une mauvaise technique et un poids trop important. Et en fait, cette mauvaise technique, c'est ce qui revient tout le temps. Tu n'arrives pas à descendre sur ton squat. Encore une fois, c'est parce que tu as une mauvaise technique. Tu n'arrives pas à descendre sur ton max squat, c'est parce que tu as une mauvaise technique. Et en fait, dans mauvaise technique, on peut aussi inclure les adaptations techniques à mettre en place pour ça. Et ça peut être une adaptation technique, ça peut être utiliser des chaussures de squat, ça peut être utiliser des compensations comme moi je le fais sur mon hack squat. Ça peut être utiliser des cales, voilà, surélever un petit peu les talons, ça peut être aussi une solution. Ça peut être utiliser du coup des tapis sur une presse. Ça peut être se surélever au niveau du siège sur une presse. Ça peut être plein de choses différentes. Mais oui, par contre, tu vas te rendre compte que si tu augmentes ton amplitude, tu vas être beaucoup moins fort. Tu vas être beaucoup moins fort, c'est vrai. Et c'est ce qu'on disait avec Louis dans le podcast les meilleurs exercices. Remplir une presse à cuisse complètement, c'est beaucoup plus dur que remplir un hack squat complètement. Mais quand on dit ça aux gens, ils comprennent pas. Bah oui, parce que du coup, ils ont une amplitude de merde à la presse. Et au final, si tu veux, de toute façon, c'est en t'entraînant dans de grandes amplitudes que tu vas pouvoir t'entraîner de plus en plus dans de grandes amplitudes. C'est ça le truc. Ça, aussi. C'est vraiment le mot le plus important. Pratiquer avec une grosse amplitude, c'est la seule façon d'apprendre à avoir une grosse amplitude. C'est pas en se disant, en se levant un matin, en se disant, putain, c'est terminé les reps partiels, je vais me mettre à faire maintenant que des reps avec de l'amplitude. Au début, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup d'amplitude. Vous allez juste
apprendre à avoir un peu plus d'amplitude. Mais c'est en pratiquant chaque semaine que vous allez chercher un petit peu plus d'amplitude et encore un peu plus d'amplitude et encore plus d'amplitude. Ah, c'est ça. Et puis, on prend le cas du squat. Si tu regardes les mecs qui squattent en compétition, bah, pour valider la barre, ils sont tous obligés de passer la parallèle, hein. Tu regardes les morphologies des mecs, t'en as qui ont des fémurs courts, d'autres des fémurs longs, machin et tout. Ils arrivent tous à passer la parallèle, hein. Comment ça se fait que toi, tu n'arrives pas à passer la parallèle? Tu manques d'amplitude? Enfin, tu manques de mobilité? Non, tu mets trop lourd. Mm. Ou tu as une mauvaise technique, tu une technique de merde, c'est tout. Accepte-le. Remets-toi en question et après, bah, tu pourras progresser. Et c'est ça. La première étape, du coup, pour augmenter ton amplitude sur tes mouvements, c'est d'utiliser une charge adaptée. Toutes Voilà. les personnes qui écoutent le podcast là, vous devez vous dire que tout le monde est capable d'avoir une grosse amplitude sur n'importe quel mouvement. Peu Tout importe, le monde. fémur long, fémur court, etc. Ouais. Il y en a qui seront. C'est sûr qu'il y en a qui auront des leviers plus avantageux. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui auront besoin de moins d'adaptation technique que d'autres. Voilà ce que ça veut dire concrètement. Parce que quand on dit certaines personnes ont des leviers plus avantageux, les gens entendent, il y en a qui vont y arriver facilement et d'autres qui n'y arriveront jamais. Parce que Ouais, voilà, jamais. c'est toujours tout blanc, tout noir. Non. Il y a des personnes qui vont avoir des leviers avantageux, qui effectivement arriveront à arriveront à aller dans de grandes amplitudes sans forcément du coup avoir besoin d'adaptation technique importante, et les autres personnes qui auront des leviers qui seront désavantageux et qui auront besoin d'avoir des adaptations techniques plus importantes. Encore une fois, ça dépend à quel point tu es impliqué dans ta progression, parce que oui, bah, potentiellement, il va falloir avoir un setup, etc. Ça va être chiant à mettre en place, mais est-ce que tu veux continuer avec tes demi-amplitudes de merde, ou est-ce que tu veux vraiment prendre des cuisses? C'est ça, tu vois, je pense que la question, elle est vite répondue. Pour aller au bout du truc. Mais donc, c'est ça. Part du principe que si tu n'arrives pas à descendre, bah, tu peux y arriver en fait. Juste en faisant autrement, tu peux y arriver. Donc, il y a ça. Il y a les adaptations techniques, il y a la charge. Parce que, je rebondis là-dessus parce que, bon, il faut savoir que Denis et moi, on n'a pas des fémurs très courts. On a des fémurs même de 3 km à l'extrême opposé. Et pour autant, sur nos mouvements de presse, on arrive à avoir une amplitude correcte, une très bonne amplitude. Oui, il y a aucun mouvement. Et il y a des gens qui vont dire oui, mais la presse Matrix, elle est mal branlée, machin et tout. Bah non, avec. Ce qui peut être entendable quand tu n'as pas fait d'adaptation technique. Voilà, c'est ça. C'est Encore ça. une fois. C'est-à-dire que personnellement, moi, sur cette presse à cuisse, je mets des chaussures compensées, je surélève avec un tapis aussi pour être bien setup. Mais voilà, il y a toute une mise en place pour réaliser le mouvement. Mais par contre, c'est sûr que si j'ai pas ces adaptations, j'aurais un peu plus de mal. J'ai fait 2 vidéos, je crois, sur comment avoir une bonne amplitude à la presse à cuisse. Je vous invite à aller voir les commentaires. Les commentaires, c'est ouais, mais moi, j'ai pas de mobilité, j'y arriverai jamais, ça sert à rien d'aller aussi bas, de toute façon, gna 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 gna. Bah oui, bah ça sert à rien d'aller aussi bas, ça sert à rien aussi que tu arrives à développer tes cuisses, hein. Non, mais C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Le mec qui dit ça, bon, je veux dire, il se condamne tout seul, hein. Il aura pas de cuisses, hein. c'est vrai. Alors après, il y aura pas de cuisse. Voilà, en vrai, il n'y aura pas de cuisse. Non, mais c'est vrai. Et après, il va dire, ouais, c'est la génétique, moi, j'ai pas eu de chance, c'est parce que je suis ectomorphe. Oh non, hein, il remet ça dessus. Non, mais après, ce qu'on veut dire aussi, c'est que l'amplitude, je le disais, ça vient en pratiquant. C'est pas au début, là, quand vous allez vous dire, vous allez lever un matin, vous dire, je vais avoir le maximum d'amplitude. Non, ça se travaille au fur et à mesure. Donc, n'attendez pas d'avoir la full amplitude, l'amplitude la plus énorme possible sur votre première série sur la presse à cuisse. Bien sûr, comme on l'a dit, il faut passer par adapter la charge, avoir des adaptations au niveau, enfin, des compensations, des adaptations techniques pour avoir l'amplitude de travail. Mais voilà, l'amplitude de travail va venir avec le temps. Et au début, n'allez pas forcément chercher les sécurités en bas, observez un petit peu le comportement de vos leviers, un petit peu voir un petit peu comment vos genoux se dirigent, comment vous arrivez à placer vos pieds. Ça, c'est des choses qui vont techniquement se créer et s'améliorer au fur et à mesure. En fait, ce qu'il faut toujours chercher à faire sur un mouvement, c'est aller dans le maximum d'amplitude que ce que ton corps peut te permettre. Voilà. Et tu vas voir que, effectivement, au fur et à mesure des années de pratique, ce maximum d'amplitude, qui aujourd'hui est à une certaine distance, eh bien, il va augmenter petit à petit, tout simplement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez aller plus loin dans la mobilité, la meilleure façon de devenir mobile, c'est via de l'étirement actif, donc lors d'un Voilà. mouvement, et pas lors d'un étirement passif,
Donc, toute ta mobilité trop chiante que tu es en train de faire chez toi ou en début de séance, bah, tu te fais chier pour rien à la faire, je te le dis. Voilà, là on prend le sniper, voilà, les petits étirements passifs à la maison, là, avec sur le coin du lit, aller chercher les étirements pour aller chercher un peu d'amplitude au niveau des hanches, un peu plus de mobilité au niveau des chevilles. Ça là au sniper, pow! Direct. Et encore une fois, On veut, si Vas-y. vous voulez avoir de l'amplitude, ça va passer par de l'amplitude active, par un travail actif de pratique. C'est uniquement comme ça. Et on ne dit pas au début de forcer l'amplitude, et c'est important, on ne force pas l'amplitude, on prend le temps d'avoir l'activation, l'amplitude possible à un instant T. Et encore une fois, en fait, c'est pas nous qui le disons, c'est la science. C'est-à-dire que ça sort pas de notre cul. C'est backup par de la littérature scientifique. Et d'ailleurs, tiens, petite anecdote. En ce moment, je fais ma réhab pec épaule. Et Tu fais justement, des étirements, j'espère, Denis. j'ai perdu en mobilité énormément sur cette zone parce qu'elle a été immobilisée pendant un petit moment, etc. J'en ai déjà parlé. J'espère que tu fais des Et étirements comme ça, le long du mur, là, comme ça, où tu étires bien. bah, je peux vous dire que non, j'ai aucun étirement comme ça. J'ai aucun étirement à faire. Et effectivement, quand on va chercher du stretch ou chercher à regagner cette amplitude, on va le faire via de l'étirement actif. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le seul truc qui marche. Enfin, c'est pas que c'est le seul truc qui marche, c'est que c'est le truc qui est le plus rapide. Donc, en fait, c'est pas que. Voilà, on va nuancer un peu, parce qu'on n'a pas nuancé quand même. Tes étirements passifs, oui, ils vont te permettre de gagner un peu en mobilité, mais 14 millions de fois moins vite que tes étirements actifs. Et en fait, je veux dire, pourquoi tu te fais chier à étirer un muscle que tu étires déjà pendant ton entraînement? C'est ça. En fait, il y a un truc illogique. C'est-à-dire que tu te fais chier à faire des étirements en dehors de tes séances ou en début de séance, alors que pendant tes séances, tu vas déjà aller chercher l'étirement. Et en fait, c'est là où les gens, tu sais, ils ont peur de cet étirement, ils ont peur de l'amplitude. Enfin, en fait, parfois, c'est même pas qu'ils ont peur, c'est juste que quand tu réduis ton amplitude, tu es plus fort. Voilà, que ça soit sur un mouvement de pec, un mouvement T'es de. moins fort, tu veux dire. Non, tu es plus Quand tu, fort quand tu pas. quand tu réduis. Ah non, quand tu réduis ton amplitude. Pardon, oui, oui. Je pensais que tu disais quand tu augmentes ton amplitude. Et du coup, quand tu as une amplitude réduite, tu es beaucoup plus fort. Tu es beaucoup plus fort. Donc, naturellement, tu n'as pas envie de ça. Et il y a plusieurs points déjà qui sont intéressants dans le fait d'aller chercher des amplitudes complètes. Déjà, bon, tu as écouté le podcast avec Louis, on sait que du coup, c'est lors de l'étirement, potentiellement, que c'est là où il va y avoir le plus de gains musculaires. Donc, si tu réduis ton amplitude, bah déjà, tu rates la zone où bah, il y a le plus de gains musculaires à faire. En plus de ça, bah, souvent, tu mets moins lourd. Tu mets beaucoup moins lourd, donc c'est moins chiant et c'est moins dangereux. C'est moins dangereux, on ne va pas se mentir. Et justement, en parlant de dangerosité, les blessures qui sont créées sont souvent créées par ce manque d'aller dans des amplitudes importantes. On va prendre un exemple très concret pour que tu comprennes. La blessure au pec, tiens, on va prendre une blessure au pec. La plupart des gens qui vont se blesser au pec, c'est souvent que, bah, par exemple, ils vont être habitués au développé halter à ne pas descendre jusqu'en bas. Tu vois, ils vont pas descendre jusqu'en bas, ils vont s'arrêter lorsque leurs coudes sont à 90, etc. Pareil pour certains au développé couché. Certains diront je ne peux pas aller dans des amplitudes aussi importantes, etc. Encore une fois, le nombre de personnes qui va être considéré par une limitation de l'amplitude vont être extrêmement faibles. On va pas se mentir. La plupart des gens vont dire j'ai pas la morpho pour descendre aussi bas. C'est faux. Tu as la morpho, c'est juste que tu veux pas descendre aussi bas parce que bah, tu vas mettre moins lourd. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas réduire ton amplitude comme ça. Et tu vas mettre des charges très importantes parce que tu vas être plus fort. Tu vas mettre 40, 50 kilos parfois. Tu vas être très content avec ça. Tu vas être très fort, très content. Ton ego, il est très satisfait. Et il y a un jour où tu vas arriver à la salle et tu vas être un peu plus fatigué que d'habitude. Tu vois. Tu vas te lancer avec tes haltères. Et puis ton haltère, il est dur à stabiliser. Tu vois, il est dur à stabiliser. Et au final, ce qui va se passer, c'est que tu vas descendre, mais un peu plus bas que d'habitude. Et là, ton muscle, il va se retrouver dans une position dans laquelle tu n'as jamais été. Et avec une contrainte qui est extrêmement importante. Tu vois, on le rappelle, c'est un peu comme tout à l'heure avec le squat. Tu tombes avec 40 kilos, c'est pas très grave. Tu tombes avec 200 kilos, c'est plus grave. Là, pareil avec ton coucher, tu descends plus que d'habitude avec 10 kilos, c'est pas un problème. Tu descends plus avec 50 kilos, c'est problématique. Et là, du coup,
ton pec il se retrouve dans une position de faiblesse, tu n'as jamais travaillé ici, et là, ça se peut qu'il y ait ton pec qui vienne te claquer le bout du nez. Tac, et ça fait un bruit comme une feuille de papier. Arrête. Horrible. On en parlait des blessures. Non, voilà, ça, si un jour ton pec il claque, tu l'entendras. Et la salle l'entendra complet. Donc, voilà. Limiter son amplitude, il n'y a aucun bénéfice à ça. Il n'y a aucun bénéfice à ça. Parce que tu as, ne serait-ce qu'en termes de blessure, c'est hyper, hyper important. Donc, baisse tes poids. Améliore ta technique. Vraiment. Apprends à bien standardiser. Améliore ta technique. Et tu verras que tu arriveras à aller dans des amplitudes importantes. Et ensuite, plus tu vas rester dans ces amplitudes importantes, et plus progressivement, tu pourras aller dans des amplitudes importantes. C'est comme ça. Donne-toi le temps d'avoir de l'amplitude. Moi, je vais prendre mon exemple au hack squat. J'ai commencé le hack squat, j'avais du coup des chaussures plates et j'avais très peu de flexion de genoux. C'était le maximum que je pouvais faire en flexion de genoux, sinon mes talons se décollaient. Je suis passé avec des chaussures de squat. D'un coup, j'ai pu mettre mes talons beaucoup plus bas. J'ai fait du coup mon cycle comme ça. J'ai fini mon cycle et puis d'un coup, je me suis dit, bon, je vais recommencer un cycle mais avec les talons encore plus bas. Et en fait, j'avais fait mon cycle avec les talons déjà plus bas avec les chaussures de squat et ma mobilité s'était améliorée parce que j'avais pratiqué. Donc d'un coup, j'ai pu mettre les pieds plus bas. Tu vois, j'ai unlock ça. Et du coup, je l'ai fait progressivement. Et maintenant, je peux mettre une cale et les pieds tout en bas pour avoir une flexion de genou extrême. Mais ça s'est débloqué progressivement. C'est ça. Donc c'est le même principe pour toi. Standardise. Et puis il y a un moment où tu vas finir ton cycle, tu vas potentiellement partir sur un autre mouvement où tu vas avoir une autre standardisation. Puis quand tu vas revenir sur ton premier mouvement, tu vas rechercher ta standardisation à l'étirement maximum et puis tu vas te rendre compte que c'est plus bas que d'habitude. Enfin, plus bas que la dernière fois. Puis tu vas dire, ok, parfait, j'ai augmenté ma mobilité sans me faire chier à faire des petits étirements de merde. Justement, parce que on a pris un petit virage là avec les étirements, parce que forcément, quand on dit je cherche à avoir de l'amplitude sur un mouvement, c'est en travaillant du coup mon amplitude à part via des étirements. Et ça, je pense que c'est important qu'on revienne dessus parce que, comme on l'a dit, les étirements passifs, donc ce qu'on pourrait faire tranquillement chez soi là pour faire les petites routines qu'on trouve sur YouTube là, de 5 minutes où on va stretch un petit peu tout son corps, ça, c'est contre-productif puisqu'il n'y a aucun transfert possible avec l'exercice en question où vous voulez avoir de l'amplitude. Si vous voulez avoir de l'amplitude sur un mouvement, c'est en pratiquant l'exercice en question que vous allez l'augmenter. Donc, les étirements passifs, ce n'est pas intéressant pour la musculation, pour la pratique de l'augmentation de l'amplitude de mouvement, mais, parce que vous savez que c'est le podcast de la nuance, si vous sentez que ça vous apporte un bien-être, que vous aimez faire ces petits étirements passifs chez vous, faites-en. Juste, n'attendez pas de finalité sur l'amplitude de travail, sur la presse à cuisse, si on visait la presse à cuisse. Voilà. Ok, je pense qu'on a fait le tour de ça pour augmenter son amplitude. Dernier point, il y a des gens qui vont dire ouais, mais tu feras jamais le grand écart si tu fais que tes étirements via la muscu. Il faut savoir que c'est autre chose. Il faut savoir que effectivement, si tu veux, si tu as d'autres objectifs de souplesse un peu extrêmes, c'est sûr que tu vas avoir intérêt à travailler comme ça. C'est-à-dire que si tu veux ton grand écart, il n'y a aucun mouvement de muscu qui se rapproche de ça et tu ne trouveras jamais une machine adducteur qui te permet d'aller dans l'amplitude maximale pour pouvoir aller chercher ton grand écart. Donc c'est sûr que là, tu vas devoir passer par d'autres types d'étirements pour pouvoir avoir ton grand écart, par exemple. Donc ne prends pas ça pour exemple. Je préfère, j'anticipe maintenant. Parce que du coup, il y a toujours certaines personnes. Là, en ce moment, tu vois, je fais pas mal de vidéos et il y a des gens qui viennent me dire ouais, mais pour les biceps, regarde les gymnastes, leur mouvement, du coup, ça fait que du coup, ils vont avoir de meilleurs biceps. Et eux, ils font que des tractions, du statique en crucifix, ce qui signifie que du coup, le statique, c'est vraiment bien pour les biceps et les tractions, c'est vraiment bien pour les biceps. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui font des raccourcis comme ça en prenant des exemples sortis d'un peu partout et qui du coup prennent ça comme exemple. Là, il y a quelqu'un qui m'a sorti, j'ai fait une vidéo sur les abdos, il y a un mec qui m'a dit moi, je fais souvent en trampoline de compétition. Alors, dédicace à toi si tu écoutes le podcast. Et il me dit, et le plus important, c'est le gainage.
Bah oui, mais parce que du coup, c'est ça ton truc. C'est toi, tu fais du saut en trampoline en compétition, donc tu dois chercher à améliorer ton gainage. Donc c'est sûr que dans la liste des priorités, bah, par exemple, le gainage sera peut-être, enfin tout ce qui va toucher au gainage sera au-dessus des mouvements de crunch. Donc voilà, je fais cette précision pour dire que bah, certaines personnes parfois prennent des exemples extrêmes où il va y avoir un ou deux cas pour essayer d'en faire une généralité. Mais non, encore une fois, c'est toujours individuel. Et les gymnastes, ça peut très bien s'expliquer, encore une fois, pour ceux qui veulent, allez écouter le podcast où on a parlé un peu de la morphologie avec Rémi et vous comprendrez pourquoi. Exactement, parce que là, tu parles de l'objectif de faire le grand écart. Mais voilà, tu l'as dit, si ton objectif c'est le grand écart, fais le grand écart. C'est comme ça que tu vas être bon sur le mouvement d'écartement et où tu vas aller chercher du coup le grand écart complet. Mais si ton objectif c'est, je sais pas, l'amplitude de la presse à cuisse, c'est la presse à cuisse qui est concernée. C'est pas faire ta mobilité à côté. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est comme comment devenir plus fort au développé couché. Bah, C'est pas en faisant des dips, c'est en faisant du développé couché. fais du développé couché et tu deviendras plus fort au développé couché. Et la transition est parfaite. C'était réfléchi et calculé. Pour la prochaine question, On aura comment... fait 3 questions du coup. Non, on a fait que deux, frère. Donc on va faire la troisième, c'est ce que je dis. Non, là, c'est la deuxième. Mais non, on a. La première, c'était l'actualité. Ah oui, d'accord, c'était pas une question. T'as chié ma transition. Fais Allez. chier. Vas-y, je vais bouder là. Donc, la question, c'était comment ressentir ses pectoraux au développé couché. Rémi, comment je fais? Tu vois, moi, je fais mon développé couché. À chaque fois, je fais mon développé couché, je sens pas mes pecs. Qu'est-ce que tu me dis? Bah, est-ce que pour toi, sentir tes pecs sur un développé couché, c'est important? Parce Moi, que je veux sentir je veux sentir mes pecs, tu vois, je veux qu'ils brûlent, je veux qu'ils deviennent énormes. bah, à ce moment-là, si tu veux vraiment ressentir tes pecs, bah, tu fais un exercice d'isolation spécifique pour raccourcir au maximum ton pectoral. Mais si tu veux vraiment sentir tes pecs, c'est peut-être pas le développé couché qui va t'aider à ressentir tes pecs. Mais par contre, tu sais que sur le développé couché, tu les travailles. Tu les ressens pas forcément. Moi, je veux des gros pecs, moi, je veux des gros pecs. Comment je fais pour avoir des gros pecs? Oh, le personnage est dégueulasse. Enfin, en vrai, c'est la réalité. C'est la réalité. Alors, la question, c'est comment ressentir ses pectoraux au développé couché. Comme l'a dit un peu Rémi, est-ce que tu as besoin de ressentir tes muscles pour qu'ils se développent? Non. Sachant qu'on sait que la sensation, c'est pas l'argument premier que tu dois avoir quand tu fais une sélection d'exercices. En fait, voilà, c'est ça. Pourquoi tu veux chercher à ressentir tes muscles? Je veux dire, les sensations n'ont rien à voir avec l'hypertrophie. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir de grosses courbatures, tu peux très bien avoir une grosse congestion, un très bon ressenti et avoir zéro développement musculaire. D'ailleurs, je vais te prendre un petit exemple. Avant ta séance PEC, tu vas prendre un bon pré-workout des familles là, qui va vraiment te donner un pump de l'espace. Et après ça, tu vas aller sur la poulie et tu vas faire des écartés à la poulie. Tu vas faire des séries interminables. Et crois-moi, tu vas avoir un pump de l'espace. Et le lendemain, tu vas avoir des courbatures de l'espace. Mais est-ce que tes pectoraux ils vont se développer avec ça? Pas non. Pas non. Parce que c'est pas ça en fait. C'est pas ça qui compte pour les développer. Bah non. Et donc, pourquoi tu cherches à ressentir tes pectoraux? Parce que ça fait toujours plaisir de ressentir tes pectoraux. Pourquoi? Parce Peu qu'en fait, importe le muscle, en fait, peu importe le muscle, c'est bien quand tu as la sensation là de sentir tes fibres là qui pètent un peu, tu vois, c'est toujours gratifiant. Mais En fait, c'est toujours ça le truc. C'est que la muscu, c'est quelque chose où tu mets des actions en place à un instant T pour avoir des résultats à un instant T plus 200. Tu vois? C'est vraiment sur le long terme. Et en fait, c'est toujours le cerveau, il aime la gratification instantanée. Tu vois? C'est-à-dire que il aime quand tu travailles tes pecs, bah voilà, tu as un gros pump sur les pecs, oh, tu as l'impression que tu les as bien travaillés. Pourquoi? Parce que bah, direct, tu as le pump, et en fait, tu as l'impression que bah, tu as le résultat de ton effort en direct, tu vois, et tout de suite, tu as l'impression que ça va les développer. Et le lendemain, tu as les courbatures, c'est pareil, c'est ultra gratifiant. Tu as fait une grosse séance la veille, tu as des courbatures, dans ta tête, c'est trop bien, ça veut dire que ma séance, elle était bien, parce que tu as le résultat potentiel de ton effort. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça serait trop beau. Et cette gratification instantanée,
J'ai fait des vidéos aussi plein de fois sur Insta pour expliquer, par exemple, pourquoi les pré-workouts sont populaires, pourquoi les pré-workouts font partie des compléments les plus populaires. Bah, parce que c'est le seul complément qui te donne un effet immédiat. C'est ça. Tu prends tous les autres compléments alimentaires, la whey, tu la prends, il se passe rien, tu vois. Tu prends pas ta whey et tu deviens énorme. Ta créatine, c'est pareil, tu vois, la créatine, on entend beaucoup parler, mais la créatine, pour avoir des effets, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas instantané, il faut une longue prise pour pouvoir avoir les résultats. Il y a vraiment que le pré-workout qui te donne un effet instantané. Et en fait, c'est la même chose avec l'entraînement. Le pump, les courbatures, etc. C'est, on va dire, les sensations à court terme qui, du coup, te donnent l'impression d'avoir bien travaillé. Mais malheureusement, c'est pas ça qui va faire ton développement musculaire. Et donc, est-ce que tu as besoin de ressentir tes pectoraux développés couchés? Non. Non. D'autant plus que si tu es débutant, en fait, c'est très simple. Plus tu as de masse musculaire, plus potentiellement tu vas sentir tes muscles travailler. Moins tu as de masse musculaire, moins tu vas les sentir travailler. C'est aussi simple que ça. La personne qui, je suis désolé, si tu n'as pas beaucoup de masse musculaire, tu ne vas pas sentir grand-chose qui va travailler. C'est aussi simple que ça. Et alors, tu vas me dire, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que là, depuis tout à l'heure, je fais que de tailler, mais je ne te donne pas de trucs à faire. En fait, c'est très simple. La base. Un mouvement qui est fait pour les pectoraux doit respecter la fonction des pectoraux. Un mouvement pour le grand dorsal doit respecter la fonction du grand dorsal. C'est aussi simple que ça. Si tu respectes la fonction d'un muscle, il est obligé de travailler. La charge, elle ne bouge pas comme par magie, tu vois. Si tu respectes sa fonction, chaque muscle a une fonction bien précise. Le corps est bien fait, tu vois. Quand je plie mon bras comme ça, que je le ramène vers moi, c'est mon biceps qui travaille. C'est-à-dire que si je prends ce merveilleux pot de Ben Simmons et que je le ramène, tu vois, que je fais du curl avec, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Mon biceps s'active. C'est pas, j'ai rien senti, tu vois, j'ai rien senti, il s'est rien passé là, j'ai pas de sensation dans le biceps, mais pourtant mon biceps est activé pour faire bouger la charge. La charge, elle bouge pas comme par magie. Donc en fait, si tu respectes la fonction d'un muscle, même si tu le sens pas, et tu vas mettre du temps potentiellement à le sentir, parce que bah, si tu n'as pas beaucoup de masse musculaire, tu vas pas le sentir tout de suite, eh bien ce qui va se passer, c'est que tu vas le recruter. C'est aussi simple que ça. Si par contre tu fais mal tes mouvements, potentiellement, tu vois, je sais pas, tu vas ouvrir trop les coudes sur ton mouvement de développé couché, tu vas chercher, on va dire, un peu trop la protraction, tu vas faire ton mouvement mal. Effectivement, là, tu vas avoir plus de difficultés à recruter tes pectoraux parce que tu seras plus, on va dire, dans la fonction de l'épaule. Tu vois. Donc, c'est sûr que là, tu vas avoir du mal à développer tes pectoraux. Donc, la base de tout, fais correctement tes mouvements. Respecte la fonction de chacun de tes muscles que tu veux cibler. Et après, tu verras, tu vas avoir un développement musculaire. Et les sensations, on s'en fout. Et en fait, si ton mouvement est bien, que tu respectes la fonction de ton muscle, et que chaque semaine, tu mets de plus en plus lourd, même si tu n'as pas de sensation, même si tu n'as pas de courbature, eh bien, crois-moi, tu vas prendre du muscle. Et c'est ça, en fait, le plus important. Et moi, j'ai plein de personnes. J'ai surtout des personnes en suivi qui, parfois, elles me disent bah, j'ai fait les extensions triceps à la poulie, tu vois, et j'ai pas senti mon triceps, j'aime pas le mouvement. Alors, pourquoi t'aimes pas le mouvement? Parce que j'ai pas senti mes triceps. D'accord. Alors, je lui dis, je regarde son mouvement, le buste est fixe, il n'y a pas de compensation, c'est les triceps qui travaillent. Enfin, c'est les triceps qui font bouger, en fait. Il n'y a pas de compensation. C'est-à-dire que donc, techniquement le seul muscle qui peut intervenir, c'est les triceps. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de se contracter. Ils sont obligés de ils se raccourcissent et ils s'étirent. C'est leur fonction qui est respectée, c'est eux qui bougent. C'est-à-dire que même si tu les sens pas, bah, il y a un moment où quand la charge bouge plus, que tu es à l'échec musculaire, c'est parce que tu es à l'échec musculaire sur ce groupe musculaire-là, même si tu le sens pas. Et au final, bah, qu'est-ce qui a bougé la charge sinon? Qu'est-ce qui a fait bouger la poulie? C'est quoi? C'était biceps? C'est quoi? C'était quadriceps? C'était mollet? Non, c'est pas le merde Mimimati qui est arrivé qui a fait et ça a pas ça a pas fait bouger le truc. Et ça a pas fait bouger le truc. Non. Donc, c'est bien tes triceps qui ont fait bouger le truc. Donc, est-ce que tu as besoin de ressentir tes muscles pour les développer? Non. Est-ce que tu as besoin de faire bien tes mouvements et respecter la fonction de tes muscles? Oui. Et après, il y a un moment où quand tes muscles vont se développer, tu vas voir que bah, tu vas commencer potentiellement à les ressentir, à avoir un pump, à avoir voilà, des sensations. Mais personnellement, ça fait un moment que je fais plus attention à la sensation. C'est-à-dire que j'ai une congestion ou que j'en ai pas,
rien à foutre. Congestion, je m'en fous. Courbature, je m'en fous. Noël, je m'en fous. Et les fleurs? Moi, je m'en fous aussi. Ceux qui ont la ref, ceux qui ont la ref, vous êtes les champions. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai ma progression, je suis content. Si j'ai le pump, bah, j'ai le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Voilà. Si j'ai juste le beurre et l'argent du beurre, ça me suffit. Le cul de la crémière, je peux m'en passer. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la congestion, c'est la cerise sur le gâteau. Sensation, c'est les cerises sur le gâteau. Voilà. Je peux comprendre en fait cette question parce que je pense que la sensation, sentir notre muscle bien travailler, c'est aussi une prise d'indice nécessaire pour pas mal de pratiquants. Et débutants ou non, parce qu'il y a des personnes qui vont faire de la musculation depuis plusieurs années et qui ne vont peut-être jamais vraiment sentir leur dos. Enfin, on a souvent ces retours-là de ah, j'ai du mal à vraiment sentir mon dos, travailler sur tel mouvement, etc. Du coup, je cherche à trouver des petits tips pour avoir cette prise d'indice de sensation. Donc, comme l'a dit Denis, le plus important, c'est si vous connaissez la fonction du muscle et que vous faites votre mouvement correctement et que vous travaillez du coup la fonction de votre muscle, alors vous prenez du muscle. Donc, ça pour dire que pour le pec, sur un mouvement de développé, on n'a pas forcément l'adduction de l'humérus qui du coup permettrait le raccourcissement du grand pectoral. Et c'est peut-être ce truc-là qui peut parfois gêner la prise d'indice du recrutement du muscle. Mais par contre, vous travaillez quand même la poussée. Ça, c'est quand même l'autre fonction du muscle, du grand pec. Donc, vous la travaillez automatiquement. Donc, si vous avez la technique, la charge de travail adaptée, travailler la fonction du muscle, ben vous êtes sûr de faire un carton plein. Et donc, le développé couché, c'est un bon exercice pour développer vos pectoraux. Si et seulement si vous respectez ces 3 facteurs. Je veux dire, la fonction de ton pec, elle est, même si ton bras ne croise pas, quand tu fais un mouvement de développé, elle est quand même. C'est juste que tu vas pas jusqu'au bout de l'amplitude. Voilà, c'est que tu vas pas jusqu'au bout de l'amplitude. C'est juste ça que je voulais dire. C'est juste que par exemple, tu vois, sur un mouvement d'isolation, quand tu fais une adduction de l'humérus, bah, tu as peut-être plus facilement de sensations parce qu'on arrive mieux à recruter, à mieux sentir, si on reprend ce terme, lorsque tu raccourcis au mieux tes muscles. Ouais, je sais pas trop ça. Hein. Ça dépend des Ça gens. dépend des individus, mais quand même. En vrai, il y en a qui vont te dire, bah, l'étirement, je sens le stretch sur mon muscle, je le sens mieux là qu'à la contraction. Ouais, mais alors justement, sur la partie étirée, sur le stretch, comme tu dis, parfois on a tendance à sentir autre chose que le muscle concerné. Bah, pas si le mouvement est bien fait. Pas si le mouvement est bien fait, c'est vrai. Donc c'est la base de tout. Ouais, je sais pas si moi je t'ai suivi. Encore une fois, je sais pas si les gens t'ont suivi. Putain, mais personne me suit. Personne me suit. Moi, je t'ai suivi, mon frère. Mais voilà, ce qu'on veut dire par là, c'est que, comme on l'a dit dans le dernier podcast, le meilleur conseil pour un débutant, c'est faire correctement tes mouvements. Et bah, ça rejoint un peu ça. Comment ressentir ses pectoraux développés couchés? Pour y répondre, bah, fais correctement ton mouvement avec des charges adaptées en respectant la fonction de tes pectoraux et développe ta masse musculaire. Et il y a un moment où tu les sentiras, mais encore une fois, c'est pas le plus important. C'est ça. Bon, je pense qu'on peut finir ce podcast. On a fait 2 questions, une actualité. Et celle-ci, on l'a bien sorti. On l'a expédié, ouais. On l'a expédié. C'est vrai. On était efficace sur celle-ci. On était efficace. On va pas en faire une de plus puisqu'on n'a pas prévu d'autres. Et puis, du coup, il faut que je travaille un peu. Il y a des salles de sport à ouvrir. Hein. Exactement. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour le podcast. On salue toujours les 7% de ceux qui écoutent le podcast jusqu'au bout. Ah, et d'ailleurs, mention spéciale à quelqu'un qui m'a envoyé un petit message qui me dit qu'il écoute les podcasts jusqu'à la fin et il récolte des kiwis en Australie ou en Nouvelle-Zélande, je ne sais plus où c'est. Enfin bref, en Océanie. Et du coup, on lui passe le bonjour, le coucou, puisqu'il nous écoute lorsqu'il fait sa récolte. Bonne récolte de kiwis et j'espère que tu as autant de kiwis que moi j'ai de prunes. Oui. Parce que en ce moment j'en ai pas mal. Bon, du coup c'est la fin de cet épisode et le début d'une petite pause, je pense, pour le podcast. Donc on va vite revenir, on va revenir. On va vite revenir. Avec plein de nouveautés parce qu'il va s'en passer des choses là. Pendant 3 semaines, bon bien sûr, vous n'allez pas nous voir sur le podcast, mais il va se passer plein de choses, notamment par rapport au projet de salle de sport. Il a teasé de fou là. Il a teasé de fou. Et on vous en parlera dans le podcast. On vous montrera ça dans les vlogs.
Mais septembre, ça va pas mal bouger. Il y a la salle qui arrive, il y a des projets qui arrivent. Là, je pense que cette fin d'année, elle va être riche en plein de choses. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. On ne dit pas tout, on n'en dit pas plus. On espère que vous êtes hype pour suivre un peu la suite de nos aventures. Et puis, on vous remercie tous pour votre écoute et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du Zero RR Podcast. À bientôt.